Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Beyond the Hoops. Aujourd'hui, on va regarder dans le détail ce que sont devenus les ailiers défenseurs. Mais avant qu'on démarre, pour tous ceux qui veulent nous soutenir, un petit like sur Spotify, Deezer, YouTube, un petit commentaire pour le référencement et bienvenue sur le podcast de Q-Basket. Mitchell has his head up, takes the Levert feet. Oh my! Alors, un peu dans le prolongement des différents podcasts qu'on est en train de vous faire en ce moment, on essaye de poursuivre nos réflexions autour du jeu et on voulait vous parler, mais on va aller un peu dans le détail dessus, des ailiers défenseurs et notamment du retour, alors je ne sais pas si c'est un retour au premier plan, mais du retour réel des ailiers défenseurs dans les rosters NBA et notamment dans les rosters des grosses équipes. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte quand même que dernièrement, on revoit de plus en plus de profils d'ailiers défenseurs et notamment qui ont une particularité, les ailiers défenseurs qui ne sont pas des shooters. Et en fait, on voulait revenir un peu dans le détail dessus pour essayer de voir qu'est-ce qui s'était passé pour qu'ils puissent revenir au premier plan et comment on arrive à les mettre en valeur. Et pour parler de tout ça, on est avec Matt. Salut Matt, comment ça va ? Ça va très bien, hein. Effectivement, c'est un peu un prolongement du pod qu'on a fait la dernière fois, je trouve, sur la défense, où là, on va peut-être parler un peu plus des joueurs. La dernière fois, on a plus parlé des schémas collectifs, comment ça a évolué. Mais là, c'est vrai qu'on va plus s'attarder sur certains profils qui sont revenus, mais parce qu'en fait, on a eu un peu cette révolution défensive dont on a parlé la dernière fois. C'est vrai que je trouve que tu as raison, ce podcast est un peu le prolongement, mine de rien, du podcast qu'on a fait sur les défenses, qu'on vous invite à aller réécouter. Il y a eu une grosse révolution défensive là, sur les 10 dernières années, avec une complexification des défenses, on va revenir un peu dessus dans le podcast. Et c'est vrai qu'au cœur de ce retour des défenses, et de ce retour de certains types de défense, ou plutôt même de l'arrivée de certains types de défense, en fait, on a eu besoin de joueurs un peu particuliers, dont on va parler là-dedans. Et je crois, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est vrai que ces ailiers là, très grands, très athlétiques, ils sont quand même un peu au centre de cette nouvelle révolution défensive, quoi. Ouais, je pense que on en avait parlé la dernière fois, mais un peu l'avènement du playmaking défensif, d'avoir besoin un peu aussi il y a du switch, pas mal de switch, mais du switch où on avait dit tu restes pas en 1 contre 1 face à ton joueur, tu viens boucher les espaces. Donc forcément, plus t'es grand, plus t'es long, plus t'as des longs bras, ça aide quoi. Ça aide un peu à empêcher les adversaires d'aller dans la raquette. Donc je pense que c'est pour ça aussi on en parlera là tout le long du podcast, c'est pour ça que ces profils-là, je pense, redeviennent importants, et même si c'est des profils imparfaits, il y a certaines équipes qui sont obligées d'en avoir, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que dans ces nouveaux schémas défensifs, ils sont tellement essentiels qu'on voit des coachs essayer de mettre en place des systèmes ou de trouver des moyens pour qu'ils puissent être viables en attaque. Parce que c'est toujours le même sujet, vous savez, le basket, c'est un jeu d'équilibre entre l'attaque et la défense, et donc c'est intéressant d'avoir un profil défensif très fort si il n'est pas trop pénalisant en attaque, que ça pénalise pas trop votre attaque. Et on s'était dit qu'il pourrait être intéressant d'aller dans le détail de ces ailiers qui sont un peu sur le retour pour voir dans quelle mesure et dans quelles conditions on arrive à les rendre à nouveau utilisables dans les matchs. Et donc ça va être le cœur du podcast, Matt. Peut-être que ce qu'on peut faire, on se l'était dit avant de démarrer, c'est peut-être juste essayer d'être bien clair sur de quoi on parle et de quel type de joueur on parle. Donc on parle des ailiers non-shooters. J'essaye de faire une définition, tu me dis si tu es d'accord, si on part bien là-dessus, ou à la limite tu peux un peu réajuster. Moi je pense que en fait, la particularité de ces ailiers, c'est qu'ils t'offrent un compromis entre la défense et le tir. C'est globalement des joueurs qui sont très forts défensivement, mais qui sont carencés sur le tir. On verra dans le détail si on a vraiment encore des ailiers qui ne sont pas du tout shooters, mais je pense que ça comprend aussi les ailiers qui ne sont pas fiables au tir et qui impactent ton spacing, parce qu'en fait, ils sont en dessous en gros des 35% de réussite et que du coup, tu vas les laisser libres, voire parfois même nettement en dessous des 35% de réussite. Et donc la défense adverse, elle va faire un pas sur eux pour pouvoir renforcer sa propre défense. Il me semble que souvent, ces profils d'ailiers, c'est des ailiers souvent avec des très grosses qualités athlétiques, qui sont très longs, qui tiennent plutôt très bien le contact physiquement,
On verra, on reviendra dessus, notamment sur la partie Switch. Et je pense qu'on va mettre assez vite de côté les profils superstars. Enfin, on parle pas d'Yanis, quoi. Tu vois, le sujet, c'est pas Yanis Antetokounmpo, c'est plutôt des profils un peu spécialistes qui souvent, soit voilà, ont pas de tir ou ont pas trop de tir, mais surtout ont globalement pas beaucoup de qualité offensive, qui en tout cas peuvent faire d'eux plus qu'un role player, qui peuvent les faire devenir une deuxième option ou une première option. On est d'accord, on est là-dessus ? Oui, c'est ça. Comme tu as dit, Yanis, en fait, le problème, c'est qu'il pourrait, en fait, ce serait un peu on va dire la super évolution de ça. Mais le truc, c'est qu'il a beaucoup trop de skill set offensif. Là, on parle vraiment, comme tu as dit, de joueurs à compromis. Moi, j'aime bien appeler ça des joueurs gadgets, un peu. Parce que au final, t'as pas la respectabilité à 3 points. Alors, soit c'est par le pourcentage, comme tu as dit, soit c'est des joueurs qui sont souvent à moins de 35%, parce que la moyenne NBA, c'est 35-36%, je crois que maintenant on est à 36%. T'as aussi le faible volume qui peut jouer. Tu vois, moi je pense un peu à PJ Tucker, même s'il rentrera peut-être pas dans cette catégorie, mais tu vois, PJ Tucker, je pense qu'il est pas loin de 40% en carrière, enfin en tout cas depuis qu'il joue à Houston, sauf que c'est un très très faible volume et c'est un joueur qui prenait des tirs que dans les corners. Donc tu vois, c'est un peu ça, c'est des joueurs à faible volume ou alors qui n'ont pas un bon pourcentage. Ou alors même, j'ai envie de dire, parce qu'on a bien vu aujourd'hui un peu le next step, j'ai envie de dire, de la révolution défensive, c'est on se met même à ne pas respecter des shooters qui pourtant sont des bons shooters. Donc en fait, si on voulait même élargir la définition, c'est des joueurs qu'on ne respecte pas en fait. Même s'ils sont bons à 3 points, c'est vraiment ça. C'est on va dézoner. Comme on a dit, le fameux rôle du roamer, c'est on dézone pour plutôt protéger la raquette plutôt que de garder ce joueur-là. Donc, peut-être pour aller au bout du truc, si on prend les joueurs actuels, genre le premier joueur qui t'est venu en tête quand on a parlé de tout ça, c'était qui ? On en a parlé un peu tous les deux, c'est Vanderbilt, moi qui m'était un peu venu en tête. Il y a aussi Matisse Thybulle, tu vois, les joueurs comme ça. Derrick Jones, Ouais, moi c'est le premier qui m'est venu en tête, Derrick Ouais, Jones Jr., même si c'est devenu un peu un shooter, ça commence doucement à devenir un shooter. Mais Ouais, effectivement, ouais, moi aussi, le premier cas, c'était Derrick Jones. Ouais. ouais, puis en plus Derrick Jones, il y a un moment, tu vois, c'est un peu marrant parce que il avait plus vraiment de place en NBA, il était vraiment en bout de banc et c'est vrai qu'il a été pris par Dallas dans un premier temps où limite il avait un vrai rôle dans la rotation, tu vois. Puis ensuite maintenant, il a signé avec Los Angeles, donc lui, c'est vrai qu'à un moment, tu sentais que son rôle était vraiment très bas, voire limite inexistant. Et c'est vrai que c'est un peu revenu là sur ces 3-4 dernières années où finalement lui, il a été dans la rotation, mais tu vois, même pas d'équipes nulles, entre guillemets, c'est vraiment d'équipes contender. On parle de Dallas et de Los Angeles. Et c'est vrai que ce sont des profils, ces gros défenseurs, qui étaient très en vue dans les années 2000, début des années 2010, notamment à l'époque où l'attaque était très concentrée sur le scoring par le joueur star, surtout si c'était un ailier, et donc ils avaient une grosse valeur parce qu'ils étaient un peu ce qu'on appelait les lockdowns, c'est-à-dire des profils qui étaient vraiment missionnés sur le meilleur joueur adverse pour pouvoir diminuer son efficacité, et en fait ils avaient tout leur rapport là-dessus. Tu vois, moi j'ai deux joueurs que j'ai en tête sur la période 2000-2010 qui traduisent bien, je trouve, ce profil-là, c'est Tony Allen et André Robertson, Ouais, tu vois, qui étaient ouais, je suis complètement d'accord. là-dedans. Ouais. Ouais, complètement. Et il y a Sean Marion aussi, mais qui avait quand même, bon, son shoot était bizarre, mais qui était peut-être un peu plus respectable. Mais oui, tu avais vraiment cette notion de stopper, en fait. D'ailleurs, c'est un peu un biais qu'on a aujourd'hui, où tu sais, des fois on dit, ouais, dans telle série, tel superstar va être gardé par tel joueur. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, ça marche moins parce que, comme on l'a dit, t'as beaucoup d'écrans, t'as les joueurs qui switchent, tu vois. Luka Doncic, s'il est gardé par un fort défenseur, il va appeler un écran et pourra recevoir un mauvais défenseur. Avant, c'était beaucoup moins le cas, ce genre de tactique. Donc, on avait besoin un peu de ces profils, les Tony Allen, les mêmes Michael Kidd-Gilchrist. Tu vois, je trouve que c'est vachement signifiant. Il a été drafté super haut, hein. Je crois que Top c'était 3, hein. deuxième. Ouais, Ouais, ouais. c'est un top 3. Ouais. Ouais, je crois que c'est même deuxième, mais pour dire en fait à quel point les équipes recherchaient ces profils-là, et que c'était important dans le jeu de l'époque. Ouais. Je me suis fait un petit jeu. J'ai pris le top 4 de 2012, c'est-à-dire les 4 dernières équipes en playoff en 2012. Donc année où Miami est champion, notamment contre le Thunder. Pourquoi j'ai pris cette année ? Parce qu'en fait, je pensais voir André Robertson, mais je me suis trompé. Il jouait pas dans cette équipe. Il est arrivé, je crois, 1 ou 2 ans après. Et j'ai essayé de regarder combien de joueurs avaient ces 4 équipes qui étaient justement des ailiers stoppers défensifs à moins de 34% de réussite à 3 points. À ton avis, j'en ai trouvé combien ? Donc les 4 équipes, c'est Boston, Miami, les Spurs et le Thunder. Moi, je dirais 3. Il y en a 3, effectivement.
Qui est l'équipe qui en a pas, du coup? Je dirais San Antonio. Non, l'équipe qui en a pas, c'est le Thunder, justement, Ok. qui pour le coup n'en a pas. Alors, peut-être, est-ce que tu arriverais à trouver les 3 joueurs? T'as là comme ça. Ah, c'est Alors pas attends, facile, hein. t'as dit Miami. Alors attends, Miami. Ouais. Miami, tu vas pas t'attendre à le trouver. Parce que Ouais, dans là notre comme ça, esprit, c'était un bon shooter. Dans notre esprit, c'était un bon shooter, mais en fait, par rapport aux références de maintenant, c'était pas du tout un bon shooter. Un Putain, joueur passé par franchement. Houston, un numéro 31 quand il était à Houston, un peu chauve, très fort défenseur. Poste 3-4, qui pouvait aussi bien Ah, être un Shane stopper. Battier? Ouais, Non, quand Shane même. Battier, Ah ouais? exactement. Ouais. Ok. Qui tourne à 33% de moyenne sur cette saison. Pour le coup, donc t'es en Ah dessous. ouais. Côté Boston, c'est un Français. Un Français C'est qui a pas. joué à Orlando. Alors attends. Ah ouais, Michael Pietrus. Ouais, Michael Pietrus, qui Ouais. tourne à 33% lui aussi. Tu vois, là, on est encore sur des profils dont on se dit que c'est des joueurs qui écartent un peu le terrain, parce que c'est des Oui. shooters, mais bon, aujourd'hui, ils ne le seraient pas. Et le dernier aux Spurs, c'est un joueur qui a été une star aux Pacers, qui était pas très aimé de Tony Parker, enfin, qui n'a jamais trop aimé Tony Parker. Un peu un bad boy, qui arrivait en fin de carrière aux Spurs, je crois d'ailleurs c'était son deuxième passage, et qui était le Ah là, stopper je- défensif en vrai de cette équipe. Ah là, j'avoue, j'ai un Ça ne vient trou. pas. Non, C'est ça me Stephen dit. Jackson. Stephen Jackson, Ah ouais, qui ok. en fin de carrière était plutôt sur un profil de stopper Exact, défensif exact, ouais. et qui tournait à 30% de moyenne. Et j'ai fait le même jeu, tu vois, en 2020 pour essayer de me dire, donc dans les 4 équipes en 2020, combien ils ont de ces profils-là, tu vois. Et donc les 4 équipes, c'est Miami, les Lakers, Boston et Denver. Et à ton avis, combien t'en as? Bon, ah, pareil, je dirais 3. Non, t'en as pas 3, t'en as qu'un. Et encore, le seul, il joue Ok. quasiment pas. C'est Darius Jones Jr. à Miami, qui tourne à 29% de moyenne à 3 points, mais qui joue assez peu sur les playoffs. Et on Hmm. reviendra sur le cas d'Eric Jones, mais qui sort d'une saison où Spoelstra avait parfaitement compris comment le faire jouer. Donc tu vois, t'es sur une évolution sur 8 ans, où t'es passé d'un cas où t'en avais... où t'en avais 3 à un cas où t'en avais pas du tout. Et tu vois, on pourrait reprendre l'année dernière. Pour le coup, on a un peu eu le retour, tu vois, avec des profils à la Caruso, qui pour le coup Hmm. sont revenus un peu dans ce schéma-là. Alors, j'ai pas compté Caruso en 2020 avec les Lakers, parce que pour moi, c'était presque un meneur de jeu à ce moment-là, c'était pas un Eddy. Donc bon, j'ai un peu triché, je l'ai pas compté, mais c'est vrai que ce qui s'est passé entre-temps, entre 2012 et 2020, c'est qu'on a eu l'ère des free and D. Et je pense que tu vas être d'accord avec moi, le meilleur exemple de cette ère des free and D, c'est forcément la doublette Trevor Ariza avec PJ Tucker, qui était un peu le maxima de tout ça, qui avait, je pense, une particularité. C'était des très très bons défenseurs, bons shooters, plutôt des bons shooters, mais qui étaient vraiment très faibles dans tout le reste. Tu vois, on avait revu avec Jérémy, on avait fait un épisode là-dessus d'ailleurs sur la série entre Houston et les Warriors de 2018. On avait été impressionné à quel point en fait PJ Tucker et Trevor Ariza, à part shooter dans le corner, et t'as raison d'ailleurs, c'est des shooters de corner, ils pouvaient vraiment rien faire. Ils étaient en fait assez incapables de poser un dribble, incapables d'attaquer un close-out. Et donc on était vraiment sur ces profils-là qu'on a su après à un moment donné, on va dire, battre, notamment en leur imposant le dribble, parce que pour le coup ils étaient vraiment faibles là-dessus. Et c'est vrai que ce qu'on a vu durant cette période-là, c'est une chute complète à la draft de ces profils. Tu as pris l'exemple de Michael Kidd-Gilchrist. Effectivement, Michael Kidd-Gilchrist, pour le coup, il était drafté très très haut. Et je sais pas si t'es d'accord, mais on a une génération un peu, on va dire, les années 2010, c'est des années où pour le coup, on n'a pas ces profils-là, on n'a pas ces profils-là dans la draft, quoi. Les profils purement défensifs, on les trouve pas trop. Et tu vois, je me suis amusé à regarder sur les 5 dernières années s'il y avait un retour un peu de ces profils dans les top 5 de draft, dans les top 15 de draft, pardon. Et en fait, je me suis rendu compte qu'un peu. Parce qu'en 2021, tu as Okoro, qui est drafté Mhm. 4ème, qui est un peu sur ces profils-là. 2021, t'en as pas. 2022, t'en as pas. Donc en gros, en 3 ans, t'en as qu'un seul, un peu dans le prolongement de ce qu'on a vu dans les années 2010. Et après, quand tu arrives en 2023, et ben en fait, en 2023, t'en as presque 4 pour moi. T'as les frères Thompson, on reviendra sur eux probablement. Mhm. T'as Jarras Walker, qui est quand même vraiment pas un shooter, qui est pris. Et on va dire un peu entre les deux, t'as Bilal Koulibaly, qui est quand même Mhm. pas un shooter fiable. Bon, mais on peut quand même se dire qu'il arrivera à shooter et qui est pris. Et l'année dernière, pour moi, il y en a 2. Bon, est-ce que Stephen Castle, c'est juste de le mettre dedans? Je sais pas, parce qu'il s'est finalement révélé presque un porteur de balle primaire. Ouais. Mais on pourrait presque dire pareil sur Amen Thompson. Et j'ai compté Buzelis, qui pour le coup était pas un bon shooter en init, même s'il est en train de commencer à mettre un peu dedans. Donc en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a effectivement une espèce de trajectoire, tu vois, si on prend les 15 dernières années, où il y a un peu un retour de ces joueurs-là. Tu vois d'autres gars, toi, qui sont revenus un peu sur le devant de la scène, ou peut-être d'autres joueurs draftés il y a pas longtemps, qui sont un peu sur ces profils?
Non, j'en ai pas vraiment, pas aussi haut, hein. Pas aussi haut, parce on en voit quand même pas mal, mais plus tard dans le premier tour, tu vois, genre entre les places 15 et 30, je pense que c'est plus là en fait, où les équipes se mettent à drafter des profils comme ça, mais dans les tops de draft, non, là comme ça, j'en vois pas, hein. Je pense que ce que tu as cité, ça doit être à peu près tout, et encore, on en reparlera après, mais je pense qu'il y a un peu des exceptions, tu vois. Même on disait, même les frères Thompson. Alors, pas Ossard, on en reparlera, mais Amen Thompson, tu sais, il y a quand même des profils de création en fait. On- Même Koulibaly, je pense que, tu vois, si tu demandes au front office des Wizards pourquoi ils l'ont drafté, je pense pas que leur but c'est de dire ouais, on le draft parce que c'est un stopper défensif avant tout. On s'attend pas à autre chose. Enfin, en gros, on veut juste lui développer un shoot à 3 points et puis on sera très content. Ouais, je pense ils ont peut-être vu un peu de création. Enfin, tu vois, quand tu draftes aussi haut, je pense que t'attends un minima, un peu de création. Donc, je dirais, tu vois, si vraiment Michael Gilchrist, je pense qu'il n'y avait pas de surprise. Tu le draftais vraiment pour ce qu'il était. Donc, je pense que tu as des profils comme ça. C'est plus des mecs que tu vas drafter ouais, je dirais en fin de premier tour, à partir de 15-30, quelque chose comme ça. Moi, je me souviens, Taibull avait été Ouais, je pense drafté à Tybalt, ouais. fin de premier tour. J'ai plus d'autres noms en tête, mais il y en a quand même pas mal, hein, des joueurs comme ça, hein, qui sont forts playmakers défensifs, bah, des longs ailiers, là, comme on dit. Herb Jones, non, c'est peut-être même second tour, Herb Jones. Je crois pas que c'est premier tour. Je pense que c'est second tour, ouais, Ouais, Herb Jones. Je regarde en même il me temps, mais je semble pense que bien, c'est ouais. second tour, ouais. 35e, effectivement, de la draft Ouais. 2021, donc plutôt second tour. Et effectivement, t'as raison, parce qu'en plus, on pourrait mettre de côté sur la draft tous ceux qui ont été un peu draftés sur on va dire, sur le fantasme du Kawhi bis, qui pour le Hmm. coup a été un peu une mode à un moment donné, et tout le monde était un peu un espèce de Kawhi potentiel, et qu'on a essayé d'approfondir. Mais c'est vrai que Kawhi, quand il est drafté, c'est un bon exemple. Il est drafté pour le coup pas dans le top 15, et lui, il rentre aussi dans ce spectre-là. Il est drafté comme vraiment playmaker, stopper défensif, Hmm. pas trop sur son potentiel offensif, et pour le coup, effectivement, on est effectivement sur ces profils-là. Mais ce qu'on voit donc, c'est que quand même ces dernières années, on le voit là avec les différents joueurs dont on parle, ces profils sont quand même redevenus importants. Je pense que ça peut être intéressant, avant qu'on aille dans le détail, dans le cœur de ce que va être le podcast, à savoir comment on les remet en avant. Je pense que ça peut être quand même intéressant de se dire pourquoi en fait ces profils sont redevenus importants. Donc on peut peut-être se le faire un peu à deux. Moi, je me suis noté 3 éléments, mais sur lesquels je veux bien avoir un peu ton détail. Le premier, c'est les défenses qui sont plus complexes. Là, pour le coup, est-ce que tu peux peut-être nous redire un peu en 2 mots ce qu'on peut voir dans l'épisode précédent, où vous pouvez avoir vraiment beaucoup plus de détails. Mais en gros, dans les années 2020, c'est le début des défenses très collectives, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, en gros, pour résumer, c'est on va dézoner, on va plus garder. En fait, on va être sur des défenses hybrides, tout simplement, où on n'est plus sur vraiment du man-to-man. C'est-à-dire vraiment chacun garde son joueur, comme on voyait justement à l'époque Warriors, Rockets, Harden, et Warriors où il y avait Curry, Durant, etc. Là, vers 2017-2018, on était encore vraiment sur des joueurs qui gardaient vraiment leur propre vis-à-vis sans vraiment dézonner. Là, depuis 2020, on va boucher les espaces, on va boucher les gaps, ce qu'on a appelé, où on va complètement dézoner en fait pour éviter les drives, hein. Si on veut éviter le tir le plus rentable du basket, parce que oui, on a eu la révolution du 3 points, on a peut-être surréagi à ça, mais au final, est-ce il vaut mieux pas protéger le panier et encaisser plus de 3 points? Bah, je pense que les équipes, tu vois, elles ont choisi ça. En fait, elles ont choisi leur poison. Et c'est ce que je disais dans le podcast précédent, la défense, c'est ça. Il faut choisir, en fait. Il faut faire des choix. Tu peux pas tout protéger. Il faut donner quelque chose. Il faut prendre et donner. Voilà, c'était ça un peu le résumé. Si on devait faire un résumé un peu de la défense, c'est on veut prendre quelque chose, mais il faut donner parce qu'on peut pas tout prendre. Donc je pense que c'est pour ça que les équipes se sont mis à faire des stunts, à faire des choses comme ça. Et c'est pour ça que ces profils longs et athlétiques sont importants, parce qu'on a besoin aussi de créer des pertes de balles, et puis on a besoin de boucher les espaces, et pour boucher des espaces, tu peux pas le faire avec des joueurs petits, on est obligé d'avoir des joueurs longs. Il me semble qu'il y a un deuxième élément qui est aussi important, qui va un peu avec le troisième d'ailleurs. C'est quand même la montée en puissance dans les années 2010 jusqu'à un espèce de point de paroxysme avec James Harden, des créateurs de tirs qui sont vraiment très forts et qui créent beaucoup de jeux. Donc James Harden est un bon exemple, Luka Doncic est un bon exemple aussi, bon, LeBron James aussi forcément. Mais je pense qu'à un moment donné aussi,
ces profils sont redevenus importants parce qu'on est passé d'un monde où ils étaient 2-3 à être comme ça. Voilà, on va dire mieux des années 2010 où en gros tu as LeBron et James Harden, mais sortis de deux, des joueurs qui créent énormément de jeux ou qui sont très forts sur la création de tir. Finalement, tu n'en as pas énormément. À un monde où en fait, tu en as vraiment de plus en plus, pour le coup, des profils de ce type-là. Et j'ai l'impression qu'on s'est quand même dit à un moment donné, il y a besoin de remettre en place des forts défenseurs, voire des spécialistes, parce que ces attaquants sont tellement forts qu'ils créent trop de difficultés dans notre défense. Il y a besoin de trop aider. Et donc, il y a besoin de les approfondir. Et il me semble que ça vient avec le troisième élément, qui est la réponse un peu qui est donnée par les attaques sur ces profils défensifs. C'est que forcer le switch est vraiment devenu au cœur de l'attaque. Ce qui est devenu au cœur de l'attaque, c'est de forcer le switch pour que le top attaquant puisse attaquer sur un défenseur plus faible. Et donc, comme ça génère énormément de switch, et ben, ce qu'on cherche de plus en plus, c'est de la polyvalence. On cherche de la polyvalence parce qu'on veut des joueurs où leur valeur elle réside dans le fait qu'ils sont capables de jouer ce rôle de stopper défensif, de lockdown dont tu parlais. Ils sont capables de switcher si jamais il y a besoin d'aller défendre loin et de quand même aider avec les stunts dont tu parlais, voire même ils sont capables de faire un peu de protection de cercle si nécessaire, en tout cas de tenir des postes 4-5. Ouais, c'est ça. Bah, je pense que au-delà même de switcher, tu sais, on a l'image, ben, on switch, on crée aucun décalage, mais c'est aussi occuper plusieurs rôles en fait dans la défense. C'est-à-dire bah, faire de la défense de périmètre, naviguer à travers les écrans. Si par exemple tu as encaissé un switch, que du coup tu es loin de l'action, bah, il faut quand même que tu impactes. Donc si tu es encore dans le périmètre, il faut que tu fasses des stunts, il faut que tu bouges les espaces, il faut que tu crées des turnovers aussi. Il y a certaines équipes, avec maintenant la bataille des possessions, c'est devenu ultra important. Si tu es plus en arrière de la défense, bah là on va te demander s'il y a un joueur adverse qui drive, il va falloir que tu fasses la rotation au cercle, mais aussi il va falloir que tu l'affectes. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux que tu sois long, parce que bah, on le voit hein, d'ailleurs, généralement, les coachs qui sont très intelligents, qu'est-ce qu'ils font aussi, c'est bah, ils placent des petits en low man. Donc le low man, c'est celui qui doit faire la rotation au panier quand il y a un drive. Tu vois, par exemple, j'ai souvenir, on a déjà vu des équipes mettre Chris Paul volontairement, de placer Chris Paul dans cette zone-là du terrain, comme ça, bah, tu as un drive. Sauf que Chris Paul qui va faire une rotation au cercle, bah, il va rien affecter, même s'il l'a fait correctement. Donc c'est pour ça que dans Polyvalence, il faut bien avoir ça, c'est-à-dire protéger le cercle aussi également, et des joueurs petits ne peuvent pas le faire, et même si tu es bon là-dedans, bah, l'attaquant adverse va quand même rentrer son panier. Ouais, tout le monde n'est pas Kyle Lowry, quoi. Dans les petits, C'est pour ça. le coup, être C'est capable de peut-être un bien peu une faire. exception, ouais, lui, pour le Ouais, coup. c'est un peu une exception, mais effectivement, c'est un peu le seul. Et c'est vrai que je trouve que dans ces profils-là qui sont redevenus importants et chez qui on cherche l'ensemble de ces aimants-là, alors moi je m'étais noté un exemple sur lequel revenir un peu, mais t'as déjà commencé à en parler. Je trouve que le joueur qui symbolise un peu ce tournant et ce besoin-là, c'est Derrick Jones Jr. Pour le coup, qui a vraiment cette capacité à la fois d'être lockdown, à la fois de pouvoir prendre de l'espace, voire même d'assurer un peu de protection de cercle. Et c'est vrai que quand on revient un peu sur la carrière de Derrick Jones Jr., elle est assez intéressante parce que il est passé un peu par tous les états et un peu par tous les niveaux de confiance. C'est un joueur qui arrive en NBA en 2016, pour le coup à Phoenix, qui va assez vite à Miami. Et tu as raison, en fait, quand tu regardes au fur et à mesure du temps, son temps de jeu et son utilisation, bah, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. À la fin, à Miami, il tourne quand même à 23 minutes de moyenne par match. C'est le moment où il part à Portland, où il est toujours à 22 minutes. Et puis ça va descendre quand il est à Chicago jusqu'à 14 minutes. Parce qu'en fait, son profil d'attaquant est trop pénalisant. Et puis après, il va à Dallas où il retrouve un rôle. Et maintenant, aux Clippers, il a un vrai rôle. Et je trouve que Derrick Jones Jr., il est intéressant parce que c'est un peu le premier joueur autour duquel tu as eu un coach qui s'est dit son apport défensif est trop important pour mon système défensif. Il faut que je trouve un moyen de le mettre en évidence et de lui permettre d'être efficace malgré tout. Et on a une saison qui est un peu symbolique de ce qu'a réussi à faire, notamment avec Spoelstra avec lui. C'est la saison 2019-2020. Où il joue 23 minutes par match. Est-ce que tu sais quel est son TS+, sur la saison 2019-2020 ? Non. Là, franchement, je dirais, alors il doit être élevé, j'imagine, peut-être 110, non? Il a 110 de TS+. Ah ouais. Il a 110 de TS+, en jouant 25 minutes par match. Ce qui est quand même assez étonnant. Et en fait, je suis allé regarder un petit peu les détails des actions qui étaient mises en avant pour lui. En fait, on voit que Spoelstra le met beaucoup dans les 5 avec Kelly Olynyk. Où en fait il se dit Kelly Olynyk
c'est pas un défenseur élite. Par contre, c'est un bon shooter et c'est un très bon passeur. Et en fait, c'est Derrick Jones Jr. qui va plutôt me faire ma défense sur les séquences où il est sur le terrain. Donc, en fait, on le voit beaucoup en attaque jouer le pick and roll pour le coup. Et Kelly Olynyk qui est à 45 ou dans le corner. Et finalement, c'est presque Terry Jones qui devient le genre de pick and roll. Et ce qui est étonnant, tu vois, tu parlais de PJ Tucker tout à l'heure, qu'on voyait énormément dans le corner. Spoelstra, il fait différemment. Il le met beaucoup à 45, notamment pour qu'il puisse profiter de cuts, et notamment des cuts en fin de possession. Tu sais, quand tu as un joueur à driver et que tu as un gars qui arrive un peu pour foutre le bordel depuis le 45 sur une cut, c'est probablement 2019-2020 le prime un peu athlétique de Derrick Jones, qui était vraiment un pétard terrible. Et donc sur toutes les cuts, même s'il y avait des défenseurs, il pouvait monter vraiment très très haut et finir au cercle. Et donc beaucoup de jeux à 45, beaucoup de jeux avec Kelly Olynyk, un peu de pick and roll. Et tu vois, on commence déjà à voir un coach qui se dit, ces profils-là, ils sont intéressants. Et en fait, il faut que je trouve un moyen de les rendre viables en attaque parce qu'il est trop intéressant pour ma défense. Et je trouve que c'est un bon cas pratique parce qu'il est vraiment... il est qu'à 28% à 3 points en prenant quasiment 5 par match. Donc il est vraiment très très bas sur l'efficacité à 3 points. Mais tu as un coach qui se dit, je vais essayer de trouver une façon de le rendre jouable, peut-être pas sur 35 minutes, mais au moins sur 20-23 minutes, parce que son apport défensif est indéniable, et surtout qu'il est indéniable avec ma première rotation de pivot. Ça me permet de faire jouer mon premier pivot remplaçant, en l'occurrence qui était Kelly Olynyk, et de quand même avoir un apport quand Bam Adebayo sort du terrain. Pour le coup, équipe de Miami qui en plus va en finale. Bon après il joue un peu moins, un petit peu moins dans les playoffs. Je trouvais que c'était un cas intéressant, mais donc on a vraiment ce phénomène de retour de ces profils-là dont on vous a parlé, et donc on est aujourd'hui, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'aujourd'hui on est dans une situation. Est-ce qu'on peut dire qu'on a trouvé la solution? Je sais pas, mais t'as un peu l'impression que toutes les équipes elles ont leurs joueurs pas très très efficaces au tir, mais très impactants en défense, et avec des équipes qui arrivent soit à le mettre en valeur, soit qui n'arrivent pas à le mettre en valeur. Je trouve qu'on a un peu des deux, tu vois. Et c'était justement un peu le but du podcast, hein, c'était qu'on puisse avec vous essayer de vous expliquer quels étaient les cas où en fait ça fonctionne et les cas où ça marche pas. Et donc ce qu'on va se faire avec Matt, c'est qu'on va se faire, comme vous en avez l'habitude sur le podcast, un petit ping-pong pour sortir un peu à chaque fois notre cas où ça marche et où c'est intéressant, et de se dire à chaque fois quelles sont les qualités nécessaires et quelles sont les conditions collectives pour que ça fonctionne, quoi. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on se fasse un premier tour de piste autour des cas où ça marche. Puis une fois qu'on a épuisé tous les cas où ça marche, on passe sur les cas où ça fonctionne pas. Et à chaque fois, on se dit, c'est quoi un peu le profil qu'on a, c'est quoi les qualités demandées et quels sont les besoins collectifs pour que ça fonctionne avec ces qualités-là. Et ce que je te propose, c'est de commencer. C'est quoi le premier cas que tu t'es noté? On peut partir sur Thybulle, qui est un cas intéressant, parce que je trouve qu'il a quand même marché à un moment donné. Alors, il y a aussi le cas des blessures, parce qu'il a quand même souvent été blessé. Mais en fait, même aux Sixers, tu vois, il avait un gros temps de jeu. Enfin, il avait quand même un temps de jeu conséquent. Il était même titulaire à un moment donné parce que tu avais besoin de sa défense. Et puis, vraiment, c'est très très fort playmaker défensif. Donc, je pense que déjà, la première chose quand même à retenir, c'est il faut que tu aies un joueur qui ait des qualités défensives très impactantes. En fait, il faut limite qu'il sublime ta défense, tu vois. Faut pas juste que... Évidemment, c'est que des joueurs positifs en défense, mais tu vois, il faut vraiment qu'il la transcende. Enfin, il faut qu'il y ait ce côté-là, tu vois, que quand ce joueur-là est sur le terrain, il faut que ta défense, en fait, limite, elle change, tu vois, qu'il ait limite un peu l'impact d'un intérieur. Tu te dis, tu sens quand lui est sur le terrain et il n'est pas sur le terrain. Je pense que déjà, c'est la première chose, parce que, comme on a dit, c'est des joueurs à compromis, mais leur qualité première, c'est la défense. Donc tout ce qui est playmaking défensif, un peu en fait du dépassement de fonction, j'ai envie de dire, de la protection d'arceaux secondaires, ce genre de choses, ou alors une très très forte défense de périmètre. Tu vois, un joueur qui est extrêmement fort dans la navigation d'écran, qui va pouvoir aussi faire des presses tout-terrain, tu vois, qui a un peu ce côté coffre, où il va pouvoir par exemple tenir un Luka Doncic en presse tout-terrain, tu vois, ça peut être ce genre de joueur-là qu'on va parler, c'est un peu ces qualités-là qu'il doit avoir. Thybulle, lui, c'est vraiment, je trouve, playmaking défensif, défense off-ball, et, et puis dans la zone aussi. Quand on l'utilise à Washington, d'ailleurs, c'était la fac où il était énormément utilisé en zone. Et je pense qu'il est extrêmement fort là-dedans. Donc déjà, je pense qu'il a été beaucoup utilisé pour ça. Et puis il y a quand même des qualités de défense de périmètre. Tu vois, je me souviens des matchs contre Stephen Curry où il avait été ultra impactant. Alors, peut-être on reviendra sur ses défauts, mais il a une défense de périmètre qui est assez bizarre, parce que c'est pas un joueur qui reste devant le joueur, tu sais, mais c'est un joueur
en fait, qui passe derrière, mais qui Un peu arrive quand comme même à Dyson te Daniels. contrer. Tu vois, c'est vraiment... Mm. Parce qu'en fait, il a tellement des longs bras, puis bah, il y a des vrais instincts défensifs, en fait. Il y a beaucoup de joueurs, tu vois, dans ce genre de situation, ils feraient faute, mais lui, bah, il est tellement long, puis je pense qu'il a de tels instincts qu'au final, bah, il t'impacte comme ça, même si, en fait, sa discipline défensive, je trouve, est pas forcément bonne, tu vois, quand tu demandes à un coach de basket ce qu'il faut faire, il dirait, mais typiquement, faut pas défendre comme ça, tu vois. Je trouve que ce qui est intéressant avec Tybalt, et tu sais quoi, du coup, on va passer tout de suite sur un cas qui fonctionne pas trop pour le coup, parce que je pense qu'il y a un bon parallèle à faire entre les deux. Moi, j'ai l'impression, enfin, je trouve que Tybalt, sa particularité, c'est à quel point il est fort défensivement. C'est-à-dire que là, t'es pas simplement sur un très bon défenseur comme Derrick Jones Jr. Là, t'es presque sur le meilleur défenseur extérieur de la ligue en fait, en réalité. Et donc, en fait, son impact est tellement important que tu es quand même obligé de le mettre sur le terrain. Et moi, je trouve intéressant de mettre en comparaison Tybalt avec un autre joueur, pour le coup, avec lequel ça fonctionne pas. Et tant pis, on va déroger un peu à la structure de ce qu'on s'était dit. Mais c'est justement Jared Vanderbilt. Parce que pour moi, c'est les deux joueurs qui sont comme ça. C'est les deux joueurs qui sont vraiment des défenseurs, mais très, 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 très nettement au-dessus même des défenseurs élites, pour le coup. Mais qui, dans un cas, Tybalt... Alors après, Tybalt, il a eu du mal quand même à persister et à exister à Philly. Et au final, il joue dans une équipe de Portland qui est comme une équipe de bas de tableau. Et du coup, je trouve que le bon penchant de ça, c'est Vanderbilt, qui lui, pour le coup, joue dans une équipe de haut de tableau. Et tu vois, moi, je trouve que sur Vanderbilt, quand tu le vois jouer, quand tu le vois évoluer, son impact défensif, bah, il est absolument indéniable. Tu vois, ces profils-là qui sont vraiment des tops de chez top défenseurs, et ben, ils font un peu tout en défense. Ils peuvent switcher, ils sont très très forts sur l'extérieur. Là, après, Vanderbilt est peut-être encore un peu plus polyvalent. Mais Vanderbilt peut vraiment défendre de 1 à 5, il peut même faire un peu de couverture de cercle. Alors Tybalt, il fait pas de couverture de cercle, mais toutes les aides qu'il fait, elles sont vraiment excellentes. Enfin, on est quand même un peu sur les deux mêmes profils. Mais je trouve qu'ils ont une particularité, ces deux profils-là, c'est qu'ils ont vraiment aucune qualité d'attaque. Et donc, alors Vanderbilt, on n'était pas d'accord, on en a parlé un peu tous les deux cette semaine, tu disais qu'il y a quand même un peu de passing. Ce qu'on a vu en tout cas dernièrement avec Jared Vanderbilt, c'est que son attaque est tellement faible que c'est compliqué de le mobiliser. On l'a vu notamment dans le match 4 des playoffs, pour le coup des playoffs l'année dernière entre les Lakers et Minnesota, où Minnesota ne le défendait vraiment pas du tout, quoi. Enfin, vraiment, il s'en occupait pas. Notamment parce qu'il fumble beaucoup la balle sur les cuts, que bon, à 3 points, c'est un peu une catastrophe. Et en fait, le problème, c'est qu'il a beau avoir une qualité de playmaking, il est tellement mauvais dans l'attaque de cercle que même de toute façon quand il drive, quand il cut, ça fait pas bouger la défense, donc son playmaking il peut pas être mis en avant, quoi. Le cas où il peut exister, c'est dans le dunker spot. Mais toi aussi, ce que tu me disais, c'est que tu me disais, ouais, mais Vanderbilt, si tu regardes bien, Minnesota, il était utilisé et il était viable. Ouais, bah en fait, mais pourquoi c'est ce que quand on en parlait, c'est ce que je disais. Faut se souvenir qu'à l'époque de Minnesota, en fait, c'était un peu la clé de voûte, hein, de la défense. Je pense que c'est pour ça. Parce qu'en fait, bah déjà, Chris Finch, quand il est arrivé, bah, il a changé les schémas défensifs des Wolves, hein. Minnesota, c'était une défense catastrophique. Ils étaient souvent dans les 10 derniers de la ligue. Parce que t'as un pivot comme Karl Anthony Towns qui a énormément de compromis défensifs. Et souvent, Kat, bah, depuis son arrivée en NBA, il défend en drop. Et c'est pas une couverture où il est bon. Le drop, c'est pas un pivot défensif, en fait, tout simplement. On est vraiment sur même un pivot offensif qui n'est pas bon en défense, qui l'a jamais été, qui impacte pas le jeu, en tout cas défensivement, qui est pas un bon protecteur de cercle, etc. Donc quand Finch il est arrivé, il s'est dit bah voilà, il faut que je change ça. En gros, il faut que le point de pression, il faut que je le mette ailleurs. Donc ce qu'ils ont fait, c'est ils ont fait edge Karl Anthony Towns pour le faire monter haut sur les écrans, comme ça, ben le ballon tu l'envoies ailleurs, hein, parce que le edge en fait ça sert à ça, hein. C'est gêner le porteur de balle pour que c'est une prise à deux un peu momentanée, ou même des fois si c'est un blitz c'est carrément une prise à deux, mais le but c'est de faire lâcher le ballon au porteur de balle pour que la balle aille ailleurs. Et le rôle de Vanderbilt était essentiel parce que justement il était utilisé lui en roamer et en protection de cercle derrière ce edge. Et je pense que c'est pour ça qu'il était ultra important et qu'il avait un gros temps de jeu à Minnesota, parce qu'en fait si tu l'enlèves, bah, tu perdais toutes tes qualités de défense. En fait il avait un peu le rôle d'un pivot tout simplement. Donc le rôle de pivot c'est un peu ce qui est essentiel dans une défense. Donc c'est pour ça je pense qu'aussi il avait ce gros temps de jeu et qu'on acceptait un peu plus aussi les compromis offensifs. Et puis je pense qu'il était un peu mieux utilisé, tu vois, offensivement. Ce qu'on disait, il est bon dans les cuts, il est bon dans le rebond offensif.
clairement, là où tu veux pas l'utiliser, bah, c'est shooter tout ce qui est spot-up en fait. Même création de jeu, ou tu vois, les choses comme ça, il peut pas dribbler. Hein. C'est pas un joueur qui peut dribbler, donc si tu l'utilises un peu dans ces situations, ce sera problématique. Et quand tu regardes à Minnesota, c'est vrai qu'il était beaucoup plus utilisé en cut, il était beaucoup plus utilisé aussi en transition, dans ce genre un peu de jeu. Et puis aussi, dernière chose, pourquoi il était plus viable en attaque? Parce qu'il jouait avec Karl Anthony Towns aussi. Parce que tu vois, autant tu as ce compromis défensif avec Kat, mais sauf que l'apport qu'il a offensivement, c'est un pivot shooter, enfin c'est un intérieur en tout cas shooter. Donc tu peux te Shooter et permettre de passeur. l'avoir. Shooter et passeur. Aussi, oui. Quand Chris Finch arrive, il passe on va dire de 3 passes par match à quasiment 4,5. Karl Anthony Towns, il en avait fait un peu le cœur de son jeu. Et c'est vrai que je trouve que ce qui est nécessaire sur ces profils-là pour être viable à un gros niveau, après ils n'ont pas fait les playoffs quand même, hein, mais à un gros niveau, c'est d'avoir une espèce de centrifugeuse de jeu qui est sans doute ton intérieur pour vraiment faire sortir la défense de la raquette et qu'en plus il soit bon passeur. On aura presque un cas un peu similaire, même s'il est bien plus skills offensivement, avec Aaron Gordon, qui joue avec Nikola Jokic et qui a un peu le même phénomène. Ce qui tend à dire qu'en tout cas sur ces profils-là, si vous avez vraiment un mauvais attaquant incroyable en défense, vous avez quand même, là je trouve qu'il est quand même un peu nécessaire d'avoir cet intérieur shooter-passeur qui va vraiment vous libérer la raquette et qui va vous permettre de le faire jouer 19-20 minutes en ayant quand même un peu une menace de cut qui va faire que tu le respectes un petit peu, quoi, et que du coup il attaque pas complètement ton spacing. Ouais. Donc peut-être le premier cas qu'on a, c'est donc les énormes défenseurs. Vraiment, là on est dans du élite de chez élite, élite plus. Et donc avec une condition, c'est quand même de les faire jouer avec un intérieur un peu shooter, pour en tout cas d'être vraiment en capacité de libérer la raquette, quoi. Pour le coup. Deuxième cas, j'en prends un, mon tour. Ouais. Moi, je trouve que ce qu'on a vu, alors je vais reprendre le cas d'Eric Jones, après j'arrêterai de parler d'Eric Jones, mais on a vu quand même des coachs essayer de travailler sur la question du refus de l'obligation de shoot pour essayer de les rapprocher du cercle sans ballon. Je m'explique. On a eu quand même, je pense, à un moment donné, tu vois, dans la ligue, l'envie d'avoir ces défenseurs et de les mettre en place, et on était un peu dans quelque chose qui était de l'ordre de se dire, eh ben, on va les laisser shooter. À la fois l'attaque et la défense se disaient on va les laisser shooter, et mine de rien, leur shoot va un peu définir de ce qui va se passer dans le match. Et j'ai l'impression que depuis, tu vois, 1 ou 2 ans, on voit des coachs se dire je vais essayer d'arrêter de subir cette obligation de shoot et de trouver des moyens de les rapprocher un peu du cercle. Et moi, je trouve que vous avez un cas pratique qui est hyper intéressant. C'est le cas justement de Derrick Jones Jr. avec Dallas dans la série contre les Clippers en 2024. Si vous regardez cette série, en fait, vous allez vous rendre compte que dans le Game 1 du premier match, dans la première mi-temps du premier match, en fait, Derrick Jones Jr. il prend 3 tirs à 3 points, il ne met pas dedans, et il ne joue plus du tout de la deuxième mi-temps. Le problème, c'est qu'en deuxième mi-temps, Derrick Jones Jr. du coup ne peut pas jouer parce qu'il impacte trop le spacing, notamment, je ne sais pas si tu te rappelles, mais Dallas jouait assez grand, avec beaucoup de jeux avec Gafford et Blake Lively déjà, donc non, c'est pas Blake Lively malheureusement, c'est Derrick Lively, ouais. pour le coup, avec beaucoup de jeux avec Derrick Lively et ça fonctionnait pas. Et dans le match 2, en fait, ce qu'a essayé de faire Jason Kidd, c'est de rapprocher Derrick Jones du cercle pour le mettre dans des situations où il est soit à un dribble et 2 pas de dunker. Il n'arrivait pas vraiment à le mettre dans le dunker spot, il n'avait pas, tu vois, les intérieurs pour libérer la raquette et le mec dans le dunker spot, comme on peut faire avec Aaron Gordon. Mais par contre, il arrivait à faire en sorte de le mettre à un dribble, 2 pas du cercle, tu vois. Et je trouve que depuis, c'est un schéma qu'on voit de plus en plus souvent, c'est de voir des coachs en fait essayer de rapprocher l'ailier, non pas dans le dunker spot, parce que le problème du dunker spot, c'est que ça te demande de libérer la raquette, mais plutôt à, tu vois, à un dribble, 2 pas, du dunk pour le coup, et de les rapprocher un peu quand même. Et donc j'ai l'impression que sur ces profils-là, ce qui est pour le coup un schéma qui est plutôt fonctionnel et qu'on voit, je trouve qu'on voit aussi avec Amen Thompson, hein, pour le coup, hein, c'est aussi un bon exemple de ça. C'est un schéma qui marche pas mal, et je trouve que ça demande comme qualité du coup offensive de la part du défenseur, de ce stopper défensif, d'être très long et très très explosif au cercle. Et du coup, moi, ça me donne l'impression que si ton joueur, il est hyper explosif au cercle, qu'il est capable quand même d'assumer un peu le contact, et tu es capable de le mettre à cette distance-là du cercle et de quand même le rendre utile. Ouais, c'est... en fait, t'as besoin d'avoir... En fait, ces joueurs-là, souvent, ils sont bons dans les timings de cut. Tu vois, ils arrivent à passer d'un côté du dunker souvent à l'autre. Ça demande un peu cette coordination. Si t'as un drive, par exemple, qui arrive à gauche,
si ton joueur il est dans le dunker spot à gauche, il va falloir qu'il aille à droite. Mais tu vois, il va falloir un peu timer tout ça. Parce que généralement, il a un défenseur sur lui. Donc il va falloir qu'il libère la raquette rapidement. Mais ouais, mais tu vois, à Dallas, aux Clippers, je pense que Derrick Jones Jr. a été viable parce que en fait, t'as un système un peu héliocentrique. T'as des passeurs un peu de génie. Tu vois, aux Clippers, il y a James Harden. À Dallas, il y avait Luka Doncic. Je pense que c'est aussi pour ça que le front office s'est dit, allons prendre un profil comme ça, parce que, il a des gros compromis offensifs, mais si tu as un bon passeur, comme Luka Doncic, il arrivera à minima à te le rendre un peu viable. Parce que il a une telle pression, il a une telle gravité, Luka, que même si un joueur est un peu dans le dunker spot, il va un peu réussir à attirer son attention. Et il va pouvoir, malgré tout, en fait, il n'a pas besoin de grand espace pour trouver une passe Luka Doncic. Et d'ailleurs, ça fait penser à qui? Ça fait aussi penser à Jokic. Hein. Pourquoi ça marche si bien avec Aaron Gordon? Parce que pour moi, c'est un peu les mêmes profils. Hein. Alors Aaron Gordon, maintenant, commence à avoir un shoot à 3 points, tu vois, parce qu'aussi, c'est pareil. Des fois, tu as beaucoup de joueurs, à force d'être dans la ligue, c'est souvent connu que Pour moi, Aaron ça Gordon, va, pour et moi, Aaron plus, Gordon, ton shoot est bon. on va le compter dedans, mais on va juste se dire, prenez pas Aaron Gordon des 18 derniers mois. C'est le Aaron C'est Gordon ça, d'avant. ouais. Ouais. Hmm. Ouais, parce que en plus, tu sais, c'est souvent le cas, les joueurs, au bout d'un moment, c'est la mémoire gestuelle, tu deviens un bon shooter. Enfin, il y en a beaucoup dans ce cas-là. Il y a Blake Mhm. Griffin aussi, là, qui me vient en tête, où à la base, c'est pas des bons shooters, puis en fin de carrière, en tout cas à partir de 30 ans, quelque chose comme ça, finalement, ils deviennent des bons shooters. Mais comme tu as dit, quand Aaron Gordon vient d'Orlando et va à Denver, c'était un non-shooter. Hein. Mais il a ces qualités-là déjà d'explosivité, mais surtout, je pense que la clé pour rendre ces joueurs viables, c'est il faut avoir un peu des passeurs de génie parce qu'ils vont pouvoir les trouver un peu. Ils n'ont pas besoin d'avoir beaucoup d'espace en fait. Et même, je dirais, à Nikola Jokic, ça l'optimise. Limite, tu vois, autant. Parce que tu vois, l'avoir à 3 points, je sais pas si ce serait si bien que ça. Parce qu'au moins là, au lieu d'avoir un tir à 3 points, c'est ce qu'on disait par rapport à la défense, c'est pareil pour l'attaque. Autant la défense veut enlever les tirs au cercle, l'attaque, t'en veux des tirs au cercle. Et en fait, Aaron Gordon, c'est un peu ça qu'il t'apporte. Il va t'apporter des tirs au cercle. Après, le truc, c'est qu'il faut l'attaque pour les générer, ces tirs au cercle. Donc c'est tout ce problème-là, tu vois. C'est pour ça, je pense qu'à Orlando, ça a marché moins. Et puis aussi, à Orlando, je pense qu'il n'était pas mis dans le bon rôle. Là, mis dans le bon rôle, et tout de suite, ça a marché. Donc pour les Derrick Jones et pour les Aaron Gordon, je pense qu'en fait, c'est pour ça que ça marche autant. Ouais, je suis d'accord, il y a un vrai parallèle à faire entre les deux parce que tu es vraiment dans une situation où c'est des coachs qui refusent l'obligation de tir, en fait, pour les rendre viables. Ils veulent refuser cet état de fait qui est, il sera tout seul, on va lui donner la balle et il va tirer. Et c'est vrai C'est que ça. moi, je distingue presque un peu les deux. Je trouve que Derrick Jones Jr., ce qui était intéressant dans ces profils-là, c'est que tu peux les faire jouer avec des rim runners parce qu'ils sont capables, en fait, non pas d'être dans le dunker spot, mais plutôt à 3-4 mètres du cercle, de poser le dribble et de monter. Ça permet de jouer avec un rim runner. Dans le cadre de Aaron Gordon, j'ai presque plus envie d'appeler ça des espèces de dunker spot maestro, tu vois. C'est-à-dire des mecs qui sont Mm. vraiment très très forts en étant dans le dunker spot. Tu vois, Derrick Jones Jr., je suis pas sûr qu'il soit capable de répéter, comme le fait Aaron Gordon, Non, non. le alley-oop sur le dunker spot. Il a besoin d'élan pour Ouais. pouvoir y aller. De toute façon, Derrick Jones Jr., de manière générale, il a besoin d'élan. Ce qui n'est pas le cas d'Aaron Gordon, qui lui peut être à l'arrêt. Mais pour le coup, dans le cas d'Aaron Gordon, ça demande d'avoir un pivot qui te libère la présence au cercle. Ce qui est peut-être légèrement différent avec Derrick Jones Jr. Après, la grosse différence, surtout, c'est que Derrick Jones Jr., tu vas arriver à le faire 2-3 fois dans le match. Là où Aaron Gordon, si tu fais pas gaffe, tu peux vite en prendre 5-6 dans le match. Pour 5-6, c'est évidemment beaucoup, mais tu peux en prendre beaucoup plus, pour le coup. Est-ce que tu as un autre cas ou un autre profil dont tu voulais parler? On peut aller sur, tiens, rapidement un profil pour moi, qui est intéressant parce qui a marché un moment, mais qui, maintenant, je crois qu'il a même plus de contrat. C'est Precious Achiuwa, tu vois, Ok. en fait, il a beaucoup marché à Toronto parce que je pense qu'il rentrait extrêmement bien dans la philosophie de Nurse, c'est-à-dire, en fait, on voulait switcher vraiment des profils très très polyvalents. Et lui, il rentre complètement là-dedans, en fait. Il peut un peu switcher de 1 à 5, j'ai envie de dire, entre guillemets, et qui a toujours été un défenseur correct. Alors, tu vois, lui, c'est pareil, je pense pas qu'on est sur un défenseur transcendant. On est sur un bon défenseur, mais ça s'arrête là, tu vois. Euh, Après, son problème, je trouve, c'est que autant à Toronto, il était viable, puis en plus, Nick Nurse a essayé un peu de développer son shoot. Enfin, en fait, lui, tu sentais vraiment que, tu vois, il n'y a pas d'explosivité verticale. Enfin, tu vois, il n'y a pas de qualité à proprement dit. Tu vois, là, on a parlé beaucoup de profils. On a dit
C'est des ailiers explosifs, tout ça. Achua a un vrai coffre, tu vois, est très costaud, mais il a pas ce côté vertical. Par contre, ce qui est marrant avec lui, c'est moi son shoot, à un moment, j'y croyais un peu, parce que quand tu regardes la mécanique, elle est pas si mal que ça. Après, bon, quand tu regardes le résultat, en fait, le tir a jamais été là. Et en fait, bah, ça marchait à Toronto parce que tu avais c'était le schéma, mais tu vois, tu reprends au Knicks, il a plus du tout le même rôle. Au Knicks, en fait, il est utilisé en pivot. Il était le pivot remplaçant de Karl Anthony Towns, de Mitchell Robinson, mais c'était vraiment, il était utilisé en poste 5, tu vois, j'ai envie de dire, alors que on est plus sur un profil d'ailier à la C'est un base. Parce que 6-9, hein. C'est un 6-9, hein, il est c'est petit. ça, Hein. et puis il n'a pas ses qualités de drop, il peut pas trop défendre en drop, c'est pas sa qualité, donc il n'a pas vraiment des qualités d'intérieur, puis faire du pick and roll, hein, tout simplement, comme j'ai dit, il n'a pas cette explosivité verticale, donc si t'as pas un peu ce catch and finish au panier, c'est dur d'exister en tant que pivot, et je pense que c'est pour ça que tu vois, ce joueur-là, aujourd'hui, bah en fait, il a plus de contrat, hein, il me semble, hein. Je crois que Miami l'a repris et il l'a recoupé hein, récemment. Mais tu vois, même à New York, on sentait que son rôle était vraiment c'était rapetissime parce que bah, il était utilisé comme troisième pivot en fait de la rotation de New York, mais parce qu'en fait le profil présentait beaucoup trop de défauts pour le rendre viable, tout Et là, simplement. du coup, effectivement, c'est un cas où ça fonctionne pas. Il y a peut-être d'ailleurs, moi, ça me fait penser à un profil pour le coup. Alors, c'est pas le même profil qu'Achiwa, mais je trouve qu'il y a quand même des similitudes où ça peut fonctionner. Je pense à Josh Hart, et plutôt donc sur le profil gros rebondeur. C'est-à-dire ces joueurs qui ont ce rôle d'ailier stopper, mais qui sont des très gros rebondeurs et qui vont Mhm. venir alimenter les projets de jeu où tu cherches énormément la bataille des possessions. Et je pense qu'en fait, sur ces profils-là, parce que Achiwa, je pense que c'est là, peut-être là-dessus, tu vois, qu'il a loupé le cap. Alors à New York, il était plutôt bon rebondeur offensif, mais aussi parce que le jeu de New York c'est qu'il le jouait beaucoup. Mais j'ai l'impression que tu peux quand même avoir ces profils. Alors Hart, il a d'autres qualités, hein. Il a un peu de playmaking en plus, et puis son tir est quand même un peu plus fiable. Mais j'ai l'impression que ce qui fait que Hart est aussi valorisé, c'est surtout parce qu'il t'apporte énormément sur le rebond offensif, et que si tu es sur un profil d'équipe qui pour le coup joue beaucoup la bataille des possessions comme le sont les équipes de Thibodeau, bah en fait tu es hyper content de l'avoir et tu te dis bon, ok, il nous impacte négativement offensivement, mais en fait il génère beaucoup de chaos pour le coup, énormément de chaos dans lequel on arrive à trouver des tirs intéressants et énormément de secondes chances qui nous permettent de gagner la bataille des possessions, quoi. Ouais, et puis je pense que Hart aussi, il a la qualité de connecting en fait. Ouais, que C'est t'as un, pas à c'est un Tua, c'est vrai. excellent, voilà, que n'a pas Mm, mm. Achua, tu vois. Je pense que c'est ça qui le rebond offensif, le connecting, tu vois, voilà, il y a plusieurs qualités. Achua, en fait, il a pas ça aussi. C'est vrai que le côté, encore, tu vois, il aurait le côté passing, mais il l'a même pas. Donc, en fait, c'est là où ça devient compliqué, tu vois. Là, maintenant, quand tu énumères tout ça, tu dis, bah, quelles sont vraiment les qualités du joueur. Là, pour le coup, lui, le tir à 3 points, il en aurait eu besoin vraiment pour exister. Si le shoot, là, était rentré, enfin, en tout cas, si s'était acheté un peu un tir à 3 points à un moment donné dans sa carrière, je pense que là, tout de suite, le profil aurait pu être viable. Mais là, pas vraiment non plus de playmaking défensif, hein, quand tu vas voir, hein, c'est pas non plus sa force. Donc, quand t'es pas transcendant en fait en défense et que t'as pas trop de qualité offensive, bah voilà, c'est compliqué d'exister dans cette NBA. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, j'ai un autre profil qui marche bien. C'est alors, ça tourne un peu de ce qu'on a dit autour d'Eric Jones et Aaron Gordon, mais c'est encore un peu différent. C'est vraiment les top joueurs de cut naturels. Et forcément, je pense à Amen Thompson, mais je vais juste me dire Amen Thompson, mais en oubliant le fait qu'il puisse aussi jouer un peu meneur playmaker. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'il puisse vraiment le mener. Enfin, on commence déjà à le voir avec Houston, en fait. S'il y a vraiment des problèmes de spacing, c'est trop difficile. Mais je trouve que là où Amen Thompson, il est vraiment intéressant, c'est sans ballon. Parce qu'en fait, la menace de cut est tellement forte que tu es obligé de le défendre un peu comme s'il avait du tir. Tu es obligé de toujours, tu vois, l'avoir dans le viseur. Et on l'a beaucoup vu d'ailleurs dans le premier match de la saison entre Houston et OKC, où le défenseur de Amen Thompson, en fait, essayait toujours, c'était Cason Wallace, il essayait toujours d'avoir Amen Thompson dans le viseur, parce qu'en fait, il a tellement peur de sa qualité de cut, qu'à un moment donné, il est quand même obligé de se concentrer sur lui. Et en fait, ce que je trouve intéressant avec ces profils-là, c'est que, ok, il ne tire pas, mais pour autant, il ne pénalise pas vraiment ton spacing. Parce que le défenseur qui est sur toi, il est quand même obligé de se concentrer sur toi. Tu vois ce que je veux dire ? Mhm. Et ça, je trouve que c'est vraiment. Alors, tu vois, j'ai essayé de voir si j'en voyais d'autres. Le problème, c'est que les autres que je voyais étaient aussi shooters. Je pensais à Buzelis qui est un peu comme ça, mais Buzelis, il peut quand même tirer. Il est quand même un petit peu respecté sur le tir. Et je trouve que, tu vois, ça, c'est un peu des trucs nouveaux qu'on est en train de voir.
C'est voilà, des mecs qui sont incroyables sur le jeu de cut, tellement incroyables qu'en fait le défenseur il est quand même obligé de rester un peu attaché. Et du coup, finalement, le spacing finit tout de même par exister, alors qu'il n'a pas du tout de shoot, quoi. Buzelis, c'est un peu ça, au sens où il n'est pas respecté sur le tir. Et il y a un peu le même aspect de si tu le lâches en fait, à un moment donné, tu vas prendre une cut qui va faire trop mal. Et donc, une fois que tu en as pris une ou deux, bah, tu finis finalement par le défendre en n'étant pas très loin de lui. En tout cas, tu fais pas d'aide dans la raquette. Et donc, ça libère quand même les drives, quoi, tu vois. Ouais, moi j'avais deux noms en tête. Alors ça, ils ont pas du tout le même impact hein, que Amen Thompson évidemment, mais il y a Isaac Okoro, je trouve qu'il est bon là-dedans dans les timings de cut. C'est un peu comme ça aussi qu'il est devenu un peu viable entre guillemets. Mais lui aussi, tu vois, c'est un cas intéressant parce qu'on est un peu pareil, on est sur ce profil défense, non shooter, mais qui a pas non plus vraiment de tir, mais lui, tu vois, autant année 1 et 2, il n'y avait pas trop de connecting. Par contre, je trouve que maintenant, il y a vraiment, on a affaire à un joueur qui a un vrai connecteur. Donc ça, tu vois, il a développé un peu cette qualité-là, ce qui fait que maintenant, il est viable, mais tu vois, il a aussi cette qualité de cut. Et puis le deuxième qui me vient, mais je suis un peu moins fan de la défense, c'est Christian Brand. Je trouve qu'il est très fort dans les cuts. Mais après, c'est vrai que, bon, Le Brand, problème, c'est qu'il met dedans à 3 points aussi. Donc, il sort un peu de notre ouais, et profil, puis, quoi. non, ouais, et puis il est pas. Enfin, moi je suis pas non. La défense c'est pas si mal, mais enfin voilà, il y a en navigation d'écran, tout ça. Enfin, en tout cas, je trouve qu'on n'est pas à faire. Là, on parle vraiment de joueurs qui sont extrêmement forts en défense. Je trouve que lui a beaucoup moins cet impact-là, mais en tout cas, sur les cuts, ouais, c'est un peu les noms qui me revenaient. Mais oui, mais Amen Thompson en plus, enfin. Il y a le timing et puis il y a aussi l'explosivité en fait, verticale. Lui aussi, il a pas besoin d'élan en fait. T'en parlais tout à l'heure, Et mais je il a pas trouve besoin que d'élan pour dunker. tu as dit un truc intéressant avec Okoro qui marche très bien pour Amen Thompson, c'est le playmaking sur la cut. Je pense qu'en fait, tu es obligé aussi de rester attaché à lui parce que Cassian Wallace, par exemple, quand il joue contre Amen Thompson et que Thompson il est dans le corner et qu'il veut pas vraiment lui laisser la cut, je pense qu'il veut tout autant pas lui laisser la cut parce qu'il risque de dunker, parce qu'il a quand même, tu vois, ses pivots qui peuvent défendre, mais surtout parce qu'il se dit s'il la reçoit et qu'il peut pas dunker, son playmaking est tel. De toute façon, il va la recevoir dans la raquette ou proche de la raquette, ou il va réussir à aller dans la raquette, donc la défense va se contracter. Et il est tellement bon en passe que le problème, c'est que derrière, il va réussir à générer un bon tir. Tu vois, je suis pas sûr que Cason Wallace, il aurait la même attitude si la menace avec Amen Thompson, c'était simplement qu'il dunk en fait sur la cut. Je pense que ce qui fait qu'il fait ça, c'est qu'il a surtout peur qu'il fasse du playmaking en sortie de cut. C'est surtout ça qui lui fait énormément peur et qui fait que Degno, il lui dit ouais, regarde-le, mais fais pas des aides trop franches parce que sinon, en fait, ça va être pire que tout et on va quand même prendre le panier, quoi. Ouais, c'est ça. En plus, tu sais, il est ce que je disais tout à l'heure, un peu de sentir le cut, c'est-à-dire soit de passer d'un dunker spot à l'autre, ou alors, tu sais, au lieu de cutter vraiment au panier, tu vas cutter un peu dans la zone des flotteurs, en fait. Et quand tu joues souvent les joueurs d'ailleurs, ils font ça, hein. Ils cutent dans la zone des flotteurs, mais qu'est-ce que ça crée? En fait, c'est là où tu arrives à faire un peu du playmaking. Mm. Parce que tu vas cutter un peu dans le dos de la défense, tu vas arriver face au jeu. Si tu reçois le ballon là, t'es obligé de. Enfin, forcément, un défenseur, il va venir sur toi. Je veux dire, c'est logique, on ne peut pas non plus le laisser tout seul, surtout que Thompson, en plus, il a développé un peu ce jeu en flotteur. Mais du coup, si tu attires un défenseur, là, forcément, si tu as des qualités de playmaking, c'est là, en fait, où ça rentre en jeu. Donc, ouais, c'est tous ces trucs de timing de cut, plus playmaking que lui, il a. Et c'est vrai que même si, tu vois, pour le coup, c'est un non-shooter, lui, pour le coup, c'est là où il arrive à être viable, en fait, sans ballon, finalement. Même sans la balle, même si tu vois, il sera pas respecté, mais il a tellement ces qualités-là qu'au final, ça devient quand même un danger. Et du coup, il détruit pas ton spacing. Je trouve que c'est surtout ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, comme le défenseur doit se focus sur lui, il détruit pas le spacing. Et c'est ça que je trouvais un peu particulier avec ce profil-là. Tu vois, je pense que par exemple, Ben Simmons aurait si physiquement il était plus intéressant, aurait pu parfaitement développer une seconde partie de carrière sur un rôle un peu comme ça. Joueur de cut, très fort sur le playmaking sur cut. Bon, il l'a pas fait, mais je serais pas surpris qu'on voit arriver en tout cas des joueurs un peu sur ce profil-là et qu'on commence à se dire, en fait, l'ailier très fort défensif, qui sent bien les cuts, qui est capable de faire un peu de playmaking sur la cut. Bon, il shoot pas, c'est pas grave, je vais réussir à trouver un truc autour de lui quand même malgré tout, quoi. Pour le coup. Est-ce que t'as envoyé un autre, toi, de profil? Après, moi, il y avait. Ça va, je pense, après, on va être sur des profils un peu qui se rejoignent, hein, mais ça pourrait être intéressant de parler de son frère, tu vois. Ouais. Parce que les deux sont un peu liés, forcément. Mais tu vois, je trouve que là, t'as affaire à un profil qui est moins viable, déjà. Par Ouais. contre,
Je pense que Osar Thompson, il est encore plus transcendant que son frère. On parlait de ça au début du podcast, mais en défense, il est vraiment... Lui, pour le coup, il te la sublime, tu vois. La défense, c'est vraiment ultra, ultra impactant. Mais en plus, ce qui est cool avec lui, c'est que il y a de la défense on-ball, il y a de la défense off-ball, il y a du playmaking défensif, il y a du rebond, il y a du rebond offensif. Donc tu vois, il y a beaucoup de qualités en fait défensives où il peut occuper un peu plusieurs rôles, il peut aussi faire un peu de protection de panier secondaire. Donc dans tous les rôles de la défense, déjà, on se rend compte que c'est un joueur qui est totalement viable. Après là, tu vois, par contre, pour le coup, à la différence de son frère, c'est qu'il est beaucoup plus brut. Déjà, il est moins fluide déjà, en termes de drive. On n'en a pas parlé, mais Amen Thompson déjà est très très fort en on-ball, tu vois. Le meilleur moyen d'utiliser un no-shooter, c'est de lui faire porter la balle. Déjà, si Ça sera peut-être le prochain profil, ouais. Si tu as cette qualité-là, c'est super. Mais d'ailleurs, Détroit a essayé, je pense que depuis l'année dernière, Détroit essaye d'utiliser un peu plus Osar Thompson avec la balle. Et je pense que c'est pour un peu le rendre viable. Surtout en transition, j'ai remarqué. En transition, ils aiment bien lui faire porter la balle. Comme ça, c'est un peu un moyen, tu l'utilises, mais du coup, il fait pas partie de ton spacing. Donc du coup, tu trouves un peu ces solutions-là. Mais par contre, ce que je disais, c'est un joueur qui est bon, qui est bon sur les cuts, les trucs comme ça, mais qui est quand même moins impactant, il est moins fluide que son frère. Enfin voilà, c'est beaucoup plus compliqué de le faire jouer. Même si, tu vois, il y a un rôle, moi, où je l'ai bien aimé, c'est dans la série contre les Knicks, on l'a souvent vu, où quand Karl Anthony Towns faisait du edge, t'as l'avantage d'avoir Jalen Duren qui est un excellent joueur de short roll. Donc souvent, quand tu viens à 2, t'avais Kate Cunningham qui ressortait sur Duren. Et là, Duren, il avait un 4 contre 3 à gérer. Et là où était fort Thompson, c'était cutter derrière le dos du low man qui doit venir en aide un peu sur Jalen Duren. Et là-dessus, il a été énormément utilisé comme ça dans la série contre les Knicks. Et c'est un peu comme ça que tu as réussi un petit peu à trouver une viabilité. Mais tu as quand même ressenti les limites, parce que quand tu regardes son temps de jeu, au final, le match 6, dans le dernier quart-temps, il y a beaucoup de moments où il joue plus, en fait. Mais il joue plus pourquoi ? Parce que en fait, tu as du mal à trouver une viabilité, parce qu'il détruisait tellement le spacing à un moment que du coup, tu sentais que le coach, il avait des choix à faire. Et même si, tu vois, il avait quand même un impact dingue sur Jalen Brunson, tu vois, t'avais vraiment, tu voyais la possession où t'avais Osar Thompson qui défendait Jalen Brunson, et dès qu'il était plus sur le terrain, tu sentais que ça débloquait un peu l'attaque des Knicks. Sauf que le problème, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas en NFL où tu fais sortir tes joueurs en attaque et tu mets une autre équipe en défense. Non, là, il faut que tu aies un minimum de viabilité. Je trouve que ce qui est intéressant avec le cas d'Osar Thompson, qu'on peut un peu mettre en parallèle avec le cas d'Aaron Gordon, par exemple, c'est qu'il te montre à quel point, si ton ailier cutter et pas un très bon playmaker, il faut vraiment que la relation avec l'intérieur soit très forte. Parce qu'en fait, le schéma il va être le plus utilisé. Parce qu'en fait, ce qui se passe, si vous êtes assez schématique, l'attaque elle va commencer avec un pick and roll. Si vous savez qu'il y a un non-shooter dans l'équipe, vous allez d'autant plus monter à 2 sur le porteur de balle pour le edge. Parce que vous dites, le mec donc sera un lowman, qui est sur mon non-shooter, et en fait, c'est lui qui va défendre sur le pivot. Et en fait, je trouve que sur ces profils-là, la qualité de la connexion avec l'intérieur, elle est absolument centrale pour les rendre viables. Et là où Aaron Gordon et Jokic ont créé une connexion qui est historique, pour le coup, je trouve qu'on l'a vu un peu contre les Knicks, mais si tu sors des Knicks, je trouve que c'est le principal problème qu'ils ont. Moi, j'adore la créativité de Jalen Duren sur le short roll, mais je trouve qu'ils n'ont pas créé de connexion tous les deux, Thompson et Duren. Je trouve que Duren il est notamment bon pour retrouver les shooters à 3 points, mais finalement, tant qu'il ne crée pas de connexion, tu as l'impression que sa qualité de cut, elle n'est pas tant mise en avant que ça. Et du coup, je trouve que ça rajoute un peu dans les critères là, qu'on essaie de définir. Un critère important, c'est dans quelle mesure tu as un pivot qui est capable de connecter avec lui, en fait. Avec ce cutter. Oui, en fait, le truc, c'est que je pense que oui, le problème, c'est que ils sont bons les deux. Enfin, Duren est un bon joueur de short roll, mais c'est pas la crème de la crème, tu vois. C'est pas Jokic, évidemment, c'est pas non plus Hartenstein, tu vois. Je pense que un joueur comme Hartenstein, tu vois, je pense que tu mets Hartenstein à la place de Duren, peut-être que tu aurais moins de créer une meilleure connexion, parce que t'as Hartenstein je pense pour moi, c'est peut-être le meilleur pivot passeur sur short roll si t'enlèves Nikola Jokic, je parle évidemment. Mais en fait, c'est ça, tu vois, c'est soit t'arrives à créer une relation parce que Amen Thompson, c'est un peu lui qui fait le jeu, par son jeu de cut, par sa dangerosité. Osar Thompson est beaucoup moins bon là-dessus, on l'a dit, que Amen, donc t'aurais peut-être besoin d'un pivot qui est meilleur en playmaking et en choses comme ça. Alors t'en as un quand même qui est bon,
mais qu'il est sûrement pas assez. Donc c'est pour ça qu'en fait, t'arrives pas non plus à trouver une viabilité. Et puis, autre chose, je pense qu'il faut pas oublier à Détroit, c'est qu'il n'y a pas que Osar Thompson qui est non-shooter, il y en a d'autres. Hein. Ou Et c'est donc pas, tu vois, effectivement, il faut pas qu'il soit avec trop de non-shooters non plus dans l'équipe. voilà, Ça, et ça puis, doit rester une mais ce que exception, je veux dire, c'est que tu vois, même les Tobias Harris, est un shooter, mais c'est pas un shooter à gros volume. Il y a déjà des séries de playoffs où des équipes ont mis des pivots adverses pour ne pas le respecter. Parce qu'ils se sont dit, c'est un shooter qui a pas un très haut volume. Donc, c'est ce qu'on disait pour la défense, c'est pareil, on préfère encaisser quelques paniers à 3 points de Tobias Harris et aider au cercle. Donc, il y a aussi ce problème-là, je pense, à Détroit, qui rend un peu moins viable tout ça, c'est que t'as beaucoup d'autres non-shooters. Puis Duren aussi, Duren n'est pas un shooter. Donc quand tu mets un pivot qui shoot pas plus un autre non-shooter, Ça c'est devient là aussi où compliqué. ça devient compliqué, quoi. Ouais, et d'ailleurs, tu as un autre exemple sur lequel je vais pas trop m'attarder, mais tu as un autre exemple de pivot bon passeur, mais pas du tout élite, où il a pas réussi de créer la connexion avec ce joueur cutter, c'est Anthony Davis avec Vanderbilt, pour reprendre encore le cas de Mm. Vanderbilt. Une des raisons pour lesquelles Vanderbilt n'y arrivait pas, c'est que tout simplement Anthony Davis c'est pas un aussi bon passeur que Karl Anthony Towns, et donc la connexion pour le coup elle se crée moins. Ouais. Donc oui, effectivement, tu as aussi l'importance il faut un peu que ça reste une exception quand même dans le jeu, si en tout cas c'est pas un playmaker, que c'est juste un cutter, il faut que ça reste un peu une exception, que ça soit le non-shooter dans cette équipe, quoi. Sinon ça peut vite devenir assez compliqué. Tu as commencé à l'esquisser un peu autour d'Amen Thompson. Moi je m'étais dit qu'il y a un autre profil, c'est les drivers, que tu peux pas trop laisser prendre de l'élan, parce que sinon ils ont un playmaking qui va faire des différences. Alors le cas ultime de ça, c'est évidemment Amen Thompson. Mais on s'est dit qu'on ne le prenait pas trop. Moi, je l'ai juste pris avant, vraiment juste dans son rôle de joueur dans le corner. Moi, je pense à Dyson Daniels, pour le coup, qui a un peu ça. Je trouve que Dyson Daniels, il y a quand même un truc autour de. Bon, alors là, sur la défense, encore une fois, il joue Mm. avant tout parce que défensivement, il est. On parlait de Tybalt. Enfin, on est encore dans la crème des élites, pour le coup, avec Dyson Daniels. Mais je trouve que Dyson Daniels, ce qui le rend un peu utilisable en attaque, il est pas très fort dans la finition au cercle. Mais de toute façon, il a quand même un bon dribble, donc quand il drive, il contracte toujours un peu la défense. Et moi, je trouve qu'il y a, pour le coup, avec Dyson Daniels, il y a de la manipulation de défense. Je trouve qu'il est capable de trouver des passes par moment, de skipper certains défenseurs, de donner l'impression qu'il va donner la balle à l'intérieur, puis en fait de ressortir à 3 points. Et du coup, je trouve que le Dyson Daniels, c'est quand même un peu obligé de ne pas lui laisser prendre de la vitesse, parce que s'il prend de la vitesse, il va générer du jeu pour les autres, pour le coup. Et là, dans le cas de Dyson Daniels, tu vois, on est sur un vrai profil d'ailier role-player, tu vois, qui a pas de shoot, en plus. Et alors, j'ai pas réussi, tu vois, pareil dans ma tête, à me donner d'autres exemples, si ce n'est Ben Simmons version Nets, un peu, mais je sais pas s'il était finalement viable. Donc j'avais un peu que Dyson Daniels en tête, mais je trouve que le cas de Daniels, il nous dit quand même, si vous avez un joueur très fort défenseur qui peut jouer à 45 et qui est capable de driver et d'avoir un peu de playmaking sur le drive, et ben en fait vous allez quand même réussir à le faire jouer. Alors la limite avec Dyson Daniels, c'est qu'il est très mauvais dans les finitions sur ses drives, mais je trouve quand même que quand il drive, il contracte la défense. La défense, elle le respecte quand même, elle va quand même un peu se contracter, quoi. De toute façon, sur un drive, un mec qui peut dribbler jusqu'au cercle, il va forcément contracter la défense, parce que tu peux pas laisser un mec tout seul aller au cercle, ça c'est pas possible de toute façon quoi qu'il arrive. Non, c'est vrai que j'ai pas. Je réfléchissais en même temps que tu parlais pour essayer de trouver un autre profil. J'en ai pas vraiment parce que c'est vrai qu'on n'a pas juste non plus affaire à un joueur, tu sais, qui fait des stampede action, là, les spot-up drive, en fait, de l'attaque de close-out, et puis qui va faire du playmaking à partir de ça. C'est vrai que Dyson Daniels, on a un peu du drive à partir de rien, hein, j'ai envie de dire, c'est-à-dire vraiment comme un initiateur de jeu. Donc je pense que c'est aussi pour ça, effectivement, que son profil est plus viable que d'autres. Déjà, bon, tu l'as dit, la défense, hein, mais là, en plus, je pense qu'on est sur la crème de la crème, hein, des défenseurs. Je crois qu'il a même le record depuis les tracking data je crois, de deflection, de déviation. Donc c'est un peu pour dire le niveau du joueur l'an dernier. Mais au-delà de la défense, quand on parle d'attaque avec lui, effectivement, il y a ce côté drive, mais vraiment drive, j'ai envie de dire, à partir de rien. D'ailleurs, l'année dernière, il fait 10 drives, hein, plus de 10 drives par match. Et généralement, tu vois, quand c'est un peu un chiffre clé, quand tu es au-dessus des 10 drives par match, c'est vraiment que tu commences à faire partie des gros drivers de NBA. Et lui, il en faisait partie. Mais c'est vrai que ouais, je pense que c'est ses qualités de playmaking, effectivement, qui sont excellentes. Après, c'est vrai qu'il y a ce problème de vraiment pas de shoot. Enfin, en tout cas, il essaye d'en prendre. Tu vois, il y a certains profils où vraiment tu sens qu'il refuse le shoot, lui quand même, il essaye d'en prendre.
Mais surtout, je dirais le plus gros problème, et t'en as parlé, c'est ouais, la finition sur drive, quoi. C'est vraiment. Je pense que pour le coup, lui, pour que ça devienne, son profil devienne plus viable, va quand même falloir que ce drive peut-être se développe un peu plus parce que, tu vois, on l'a vu, hein, Atlanta, si l'année dernière ça n'a pas été aussi bon, bah je pense que ça en fait partie quand même, tu vois, parce que, bah pareil aussi, hein, il y avait quand même beaucoup de non-shooters, hein. Son coéquipier aussi, Jalen Johnson, même si lui, je pense, c'est un peu meilleur shooter, mais tu vois, quand tu ajoutes à lui Onyeka Okongwu, t'avais Clint Capella aussi, ah, tu te retrouvais vite avec Ça trois commence à faire non-shooters en beaucoup, ouais. fait au final. Moi, un peu dans le profil à la Dyson Daniels que j'avais en tête, mais t'es pas sur le même impact défensif. Je pensais à Anthony Black qui a un peu de ça aussi, je trouve, ce Oui, côté c'est bon vrai, ouais. défenseur et qui crée un peu par le drive. Parce que c'est pas un mauvais, c'est un ancien meneur de jeu, c'est pas un mauvais, c'est pas un bon shooter, mais c'est pas un mauvais passeur pour le coup. Puis après il y a un cas un peu, mais là pour le coup c'est une superstar, c'est Rajon Rondo, puis c'est un meneur de jeu pour le coup, mais qui avait aussi un peu ça, forte défense et créé par du drive. Donc c'était un peu le dernier cas que je m'étais donné. Est-ce que toi t'en voyais d'autres? Bah après, après peut-être dans le thème, je sais pas si on en parlera après, mais après on a plus aussi affaire à un joueur star, mais il y a peut-être un peu quand même Scotty Barnes qui rentre dans ce truc-là, de un peu de drive, tu vois, un peu Ouais, pour moi là on est dans de c'est presque le passing. numéro un de son équipe quand même quoi. Après le truc c'est que oui voilà, on a plus affaire à un joueur qui est ouais qui est limite star, hein, donc c'est C'est un presque la peu. star de son équipe. Mais toi on a un peu la version on va dire évoluée de Dyson Daniels en attaque dans le sens où bah t'as ce côté drive quoi. Ouais, effectivement. Après, par contre, là, je trouve tu vois, enfin, je trouve que déjà, tu vois, un Derrick White serait un peu trop haut par rapport à ce qu'on essaye de regarder. Et Scotty Barnes, ouais, là, on est sur un joueur qui essaye presque de développer à la Yanis, quoi. Donc, bon, c'est vrai que pour moi, c'est un peu hors spectre. Ouais, tu voyais d'autres cas ou d'autres profils? Ou du coup, si t'avais dit de rester que lui? Non, écoute, après tous les autres que j'ai, c'est, je pense que ça rentre, ils vont rentrer dans les cases un peu qu'on a dit, hein. Donc Qu'on a déjà soit, donné, ouais. ouais, Donc, dans les trucs qu'on s'est dit, en fait, moi, si j'essaye de faire le résumé, tu me dis si je me trompe, mais en gros, on a défini quand même des joueurs qui doivent être assez forts en cut, et en tout cas capables de se rapprocher du cercle et de finir quand ils se rapprochent du cercle, même si on a défini trois cas différents. On avait un peu le cas à la Derrick Jones qui est capable d'être à 3-4 mètres du cercle, mais lui, il faut qu'il soit très fort, très explosif pour monter et terminer. On a le cas un peu du dunker spot maestro avec Aaron Gordon, où là, c'est vraiment quelqu'un qui peut être dans le dunker spot. Et après, on a le cas du joueur qui est capable de créer en sortie de cut. Et donc là, on était plutôt sur Amen Thompson. Ça, c'est un peu les trois profils qu'on s'est donnés. Ce qu'on s'est dit aussi sur ces profils-là, c'est qu'en fait, ces profils, ils peuvent exister à partir du moment où ils ont une forte connexion avec leur pivot. Et donc, ça te demande, en conditions collectives, ça te demande quand même d'avoir un pivot qui est très fort en passe, ou alors qui espace à mort le ou terrain, qui, enfin, ouais, qui c'est ça, ouais. ouais, ou alors qui est un vrai shooter, quoi. Faudrait voir avec un vrai shooter, parce qu'on avait le cas un peu avec Kelly Olynyk, pour le coup, après Kelly Olynyk, c'est un passeur de très très haut niveau, hein, mais bon, Ouais, bah ouais, il a les deux qualités. Et je pense d'ailleurs, ouais, pour revenir à Dyson Daniel, s'ils sont allés chercher Porzingis, je pense que c'est pas c'est pour pas rien. pour rien, tu vois. Ouais, je suis C'est un d'accord. peu pour rendre viable ses profils, hein. Je suis d'accord. Autre élément qu'on s'est donné, on s'est dit les gros rebondeurs quand même. On s'est dit les gros rebondeurs, ça peut être quand même un élément intéressant sur une équipe qui Oui. viendrait jouer à fond la bataille des possessions. Mais Ça peut le rendre viable. ouais, mais tu vois, le côté rebond offensif, je trouve ça rentre. Tu vois, moi j'en ai plein en tête, mais on les a déjà cités, mais c'est un peu, je dirais, c'est un peu une qualité qui vient avec. Enfin, tu vois, c'est pas le premier truc recherché. C'est il faut que tu aies déjà les qualités qu'on a parlé, et si tu as le rebond offensif en plus, bah c'est tant mieux. Parce que tu vois, par exemple, Aaron Gordon est très bon là-dedans. Ouais. Vanderbilt aussi, hein. Alors peut-être moins maintenant parce qu'avec toutes les blessures, mais il y a même au tout début qu'il était aux Lakers, vraiment gros impact au rebond offensif. Donc il y en a pas mal, hein, des joueurs comme ça qu'on a. Moi, Bah, Amen je Thompson, pense hein, à c'est Jonathan pareil, hein. Isaac, qui est un très haut rebondeur offensif et qui, pour le coup, existe un peu que par ça quand même. Hmm. Tu vois, en attaque. Mais Euh, ouais, mais tu vois que lui, le problème, c'est il est peut-être là, hein, c'est que le temps de oui, jeu. oui, Alors oui, ça va être il y a vrai. le côté blessure, évidemment, mais tu vois, même quand il est quand même revenu là, le temps de jeu il est ultra faible parce que je pense qu'effectivement, bah t'as peut-être que le rebond offensif en fait de viable en attaque, parce que sinon t'as rien quoi. Et je trouve T'as que un si autre t'as que joueur. ça, c'est un peu juste quoi. J'ai un autre joueur qui est un peu viable en attaque que par ça, qui joue à Sacramento, qui était à Denver l'année dernière. C'est un peu Russell Westbrook quand même, hein. Russell Westbrook, tu prends le Russell Westbrook de la version de l'année dernière, est-ce que ce qui le rend viable, c'est pas un peu que ça quand même, hein? Parce que tout le reste, c'est quand même, ça marche pas Bah quoi.
Ouais, t'as quand même ce côté création sur drive, même si c'est moins qu'avant, tu vois, mais Avec énormément de déchets, ouais. bah il y a du déchet, mais tu vois, un peu du drive situationnel où t'as besoin de créer un peu de jeu. Moi, je me rappelle notamment aux Clippers où il avait fait énormément de bien quand il était venu là il y a 2 ans, parce qu'en fait ils avaient pas ce profil un peu bah pour venir un peu casser la défense, tu vois, parce qu'à chaque fois c'était bah ils avaient pas encore Harden en fait à ce moment-là, hein. C'était encore Kawhi, Paul George qui sont pas les meilleurs playmakers et c'est vrai que lui pour le coup là-dedans quand même il avait fait du bien. Donc tu vois, C'est pour ça que je parlais de celui de l'année dernière. C'est vraiment celui de l'année ouais. dernière. Dans le même profil aussi que j'ai un peu sur ces gros rebondeurs, moi je trouve que Ryan Dunn est un très bon rebondeur offensif. Alors un stopper de très haut niveau aux Suns, pour le coup, et en attaque, je trouve qu'il n'y a que ça, quoi. Il n'y a rien d'autre. Après, est-ce qu'il sera viable à terme? Je sais pas. Mais défensivement, il est vraiment incroyable pour le coup. Ouais, c'est Euh, vrai. mais je trouve que. Donc il y en a quand même deux trois et le rebond offensif est en train de prendre tellement d'importance dans le jeu en NBA, capacité à générer des turnovers et prendre plus de rebonds que l'adversaire, est en train de prendre tellement d'importance que je serais pas surpris quand même qu'on arrive à un truc où on se dit, bah en fait, ce profil-là, pas pour le faire jouer 30 minutes, mais pour le faire jouer 15-20 minutes, c'est peut-être intéressant. Et dernier élément qu'on s'était donné, c'est les drivers à qui tu peux pas trop laisser d'élan, sinon ils vont créer un peu de jeu. Et donc on s'est dit Dyson Daniels pour le coup. Quand même, ce qu'on retrouve, je trouve à chaque fois, je sais pas ce que t'en penses, mais il faut quand même une grosse qualité. Ok, enfin tu vois, ce qu'on voit à chaque fois, c'est à chaque fois on se dit en fait s'il n'y a pas quand même une grosse qualité sur laquelle s'appuyer en attaque, c'est compliqué de faire quelque chose. Donc le pur lockdown, tu vois, à la Jared Vanderbilt, enfin là le compromis il est vraiment dur à équilibrer, ou alors il faut avoir un espèce de génie en poste 5. Donc on a aussi vu l'importance de la connexion avec le poste 5 pour le coup, sur ces profils là. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a besoin qu'il y a besoin de ça. J'ai aussi l'impression que tu as quand même besoin d'avoir un joueur sur le pic qui a le pull-up. Tu vois, tu l'as dit un peu tout à l'heure avec Luka Doncic par exemple. Tu vois, moi je pense à un cas, c'est le cas des Grizzlies. Alors il n'a pas joué dans le match, mais je trouvais que Ja Morant avec Marcus Smart ça marchait pas du tout. Et je me demande si une des raisons pour lesquelles ça marchait pas du tout, c'est parce qu'en fait, bah, après ça va avec ce que tu dis, hein, c'est que tu peux pas avoir trop de joueurs qui shootent pas, mais Hmm. parce qu'en fait, le spacing, t'avais trop de mal parce que Morant sur les pics, il va sans cesse driver. Et j'ai l'impression que c'est pas hyper compatible avec ces profils-là. C'est hyper important d'avoir un initiateur de jeu shooter, quoi. Ouais, ou alors, ouais, je pense qu'en fait, c'est soit j'ai l'impression qu'il faut soit avoir vraiment un élite créateur, mais vraiment élite, peut-être que Jamant, justement, il est peut-être pas assez pour rendre viable Marcus Smart et des profils comme ça. Parce que tu vois, on en parlait, bah, Doncic, Jokic, vraiment les très très forts joueurs comme ça au playmaking. Ou alors, pour moi, c'est le système de jeu, hein. Pour moi, c'est le deuxième truc, hein. On en parlait d'ailleurs, ça me remonte là de Gary Payton là, Ouais. quand on préparait le podcast. Mais tu vois, un profil comme ça, pourquoi il est viable? Parce qu'en fait, bah, alors évidemment, tu as Stephen Curry, mais tu as tout le système de jeu qui va avec Stephen Curry. Tu as toute cette motion offense où bah, il est ultra viable parce que tu as tellement de mouvements en fait. Lui, on va lui demander de cutter, on va lui demander de poser des écrans. Enfin, en fait, on va lui demander de se mettre en mouvement. Je pense que ces joueurs-là, en fait, qui sont pas viables, enfin, qui sont pas viables à premier abord dans le jeu, plus tu les mets en mouvement, en fait, mieux c'est, plus tu vas les rendre dangereux. Je pense que ça, c'est ultra important. Et ça me fait penser à Vanderbilt, à un moment aussi, un autre contexte où il était là, c'était à Utah. Mais parce que Utah, bah, Will Hardy, qui jouait énormément aussi sur ces concepts de mouvement, mettre les joueurs en mouvement. Et en fait, c'est ultra important. Si t'as pas un peu cette star qui crée, il faut que tu aies un peu le système de jeu. T'en as parlé aussi avec Derrick Jones Jr. à Miami, c'est un peu pareil, hein, Parce avec qu'en fait, Spoelstra. je pense qu'il faut absolument trouver un moyen de sortir le big défenseur de la raquette. Et que sans Ouais, ça, c'est c'est ça, vraiment ouais. trop compliqué. Et tu vois, dans le cas de Gary Payton, ce qui est intéressant, c'est que Draymond Green, c'est comme un peu un maestro pour forcer. Enfin, le duo Green-Curry est un peu magique pour faire forcer l'intérieur adverse à sortir de la raquette. Soit parce qu'en fait, tu as la menace de Curry sur les écrans avec Draymond, où en fait le pivot est quand même obligé de sortir et Payton il en profite pour sauter derrière. Soit, mais j'aime bien le cas de Will Hardy. J'aime bien le cas de Will Hardy parce que je trouve que Will Hardy il joue énormément sur des systèmes de five out où il va demander à son pivot Kessler souvent d'aller chercher justement l'écran d'un joueur sans ballon et d'un joueur qui est une très grosse menace au tir. Et effectivement, je trouve que Will Hardy, il arrive à. Tu vois, je trouve que Mark Cannon, par exemple, il arrive à lui faire beaucoup marquer de panier près du cercle parce qu'il se sert beaucoup de Kessler avec un gros shooter à l'opposé.
Et en fait, le pivot, il a pas peur de Kessler parce que Kessler il tire pas, mais il a surtout peur du shooter. Et donc il est obligé de sortir de la raquette. On l'a vu aussi un peu d'ailleurs dans le OKC Houston avec. Alors là, c'était pour un drive d'Amen Thompson, mais avec une situation où Steven Adams va faire un écran à Kevin Durant. Et en fait, c'était Holmgren. Holmgren, il est quand même obligé de suivre en fait. Et Adams finalement apporte. Enfin, le spacing, en fait, c'est la gravité quoi. Donc effectivement, si tu as un joueur avec une très grosse gravité. C'est ce dont profite Gary Payton avec Stephen Curry, bah ça peut marcher quoi. Bah c'est ça, de toute façon, le spacing, c'est pas juste, comme on disait, c'est pas juste non plus du shoot. C'est aussi, il faut l'animer en fait, ton spacing. Ouais. Et même si tu as des non-shooters dans ton spacing, si tu arrives à bien l'animer, donc c'est-à-dire bah, tu mets tes joueurs en mouvement, tu fais poser des écrans, etc. Ton non-shooter aussi, souvent j'en parlais dans l'article sur Atlanta, ce qu'a beaucoup fait Snyder, et ce que fait beaucoup Will Hardy d'ailleurs, c'est mettre son pivot sur l'aile, ce qu'on appelle le 5 slot, parce qu'en fait, le slot c'est l'aile, et 5 c'est pour pivot, donc tu le places sur l'aile. Donc si tu mets ton pivot sur l'aile, qu'il n'est pas dans le dunker spot, forcément le pivot adverse il va être sur l'aile. Donc s'il doit faire la rotation au panier, elle sera beaucoup plus longue. Donc aussi, tu vois, il y a un peu ces outils tactiques que ces coachs-là utilisent pour rendre un peu des joueurs viables. Puis en plus, bah, quand tu utilises ça, plus tu as le mouvement de balle, forcément, ça devient plus compliqué. Mais en tout cas, tu vois, ça peut rendre viable des profils comme ça, même si tu n'as pas un créateur élite. Oui, ou sinon il faut un créateur élite avec Lucas Doncic, tu C'est fais pas ça. beaucoup de mouvements, mais tu as créateur élite. Est-ce qu'il y a un joueur, peut-être en conclusion là sur le podcast, est-ce qu'il y a un joueur où tu te dis, ce mec-là il a disparu de la NBA, mais dans la NBA d'aujourd'hui, ou avec ces nouvelles façons un peu de concevoir l'attaque, on aurait peut-être réussi à le faire jouer? Moi, tu vois, j'en ai un en tête, c'est pour t'aider le temps que tu cherches. Moi, j'en ai un en tête, c'est André Robertson, justement. Je pense qu'André Robertson, tu vois, il a joué à une époque de la NBA où le mouvement sans ballon, où les pivots n'étaient pas shooters, où il y avait peu de mouvement sans ballon. Et finalement, au bout d'un moment, il était trop pénalisant pour le spacing. On l'a sorti alors que c'était vraiment un défenseur extraordinaire, pour le coup. Et je me demande, tu vois, si un André Robertson, par exemple, aujourd'hui, il n'arriverait pas à trouver sa place, quoi. Bon, après, quand on fait la listing de tout ce qu'on s'est dit, c'était pas un playmaker, c'était pas un grand finisseur au cercle, etc. etc. Ouais, c'est ça. Tu cherches un peu le point d'appui, quoi. Ouais, je cherche un peu des profils. Tous ceux que j'ai en tête, en fait, pour moi, ils sont. Parce que tu vois, il y avait un profil que j'aimais bien, c'était Lamar Stevens. Vraiment très Ouais. très fort défenseur handball, mais tu vois, il n'y a pas de shoot, il n'y a pas de passing, il n'y a pas grand chose. Enfin, je vois pas, en fait, enfin, il n'a pas été viable, je pense qu'en plus, il est quand même tombé dans des contextes où il aurait pu un peu l'être. Tu vois, je pense bah, à Cleveland quand même. Alors, il y avait d'autres non-shooters, mais il y avait quand même un système de jeu qui aurait pu le rendre un peu viable avec du mouvement. Il a fait une pige, je crois, à Boston. Alors après, c'est toujours pareil. Je pense qu'il manque un peu aussi de talent pour réellement avoir des minutes. Moi, je Non, pense là, à Michael comme Kidd-Gilchrist, ça. qu'on a cité tout à l'heure, qui était pas si mauvais que ça dans la finition au cercle, qui était quand même un bel athlète. Ouais, mais après, c'est pareil. Enfin, il y a quand même des gros compromis, quoi. Il y avait Il y a des quand gros même des compromis. gros Ouais. compromis, Ouais. je Ah, mais trouve. ça n'aurait quoi qu'il arrive pas été enfin, ça n'aurait quoi qu'il arrive aujourd'hui pas été un deuxième pick de draft, mais je me dis peut-être qu'il aurait pu trouver sa place. Après, je pense Ouais. qu'il y a plein de joueurs qu'on a peu vus, qui en fait étaient des très bons défenseurs et d'autres en fait on ne le sait pas. Enfin, je pense qu'en NBA, les plus gros, les meilleurs défenseurs du monde entre guillemets, je sais pas s'ils sont tous en NBA. Je pense qu'il y a des défenseurs extraordinaires. André Robertson, encore une fois, qui joue en Euroleague aujourd'hui, qui s'est acheté un tir, pour le coup, qui sont des défenseurs extraordinaires, mais qui en NBA sont trop pénalisés en attaque et jouent pas. Et je pense que parfois, il y en a qu'on ne voit pas. Est-ce que pour toi, on a fait le tour? Je pense que oui, hein. On a fait un bon tour. Bah écoutez, on est curieux de savoir ce que vous avez pensé de ce genre d'épisode, un peu là, sur des mouvements tactiques de fond ou de profil de fond. Je pense qu'avec Matt, on vous en refera. Parce on aime bien les préparer pour le coup. Et on pense que c'est intéressant de pouvoir se questionner un petit peu sur le jeu comme ça. Moi, je serais quand même curieux de voir, tu vois, sur les profils de gros rebondeurs, là, dans les prochaines drafts, s'ils ne montent pas un petit peu en valeur, s'ils ne se rapprochent pas des top 15. Ces gros défenseurs, bons rebondeurs, un peu passeurs, mais qui n'ont pas de tir. Mais en tout cas, on avait vu un peu un moment dans la NBA, on avait envie de vous en parler pour voir un peu ce que ça pouvait donner et essayer de poser un constat sur tout ce qu'on constatait justement et voir quelles étaient les conditions pour qu'ils existent. On est curieux d'avoir votre avis, n'hésitez pas à poser des questions et puis surtout restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. A plus.